Salut gang! Juste avant de commencer le podcast, je vous rappelle que j'ai une soirée d'humour à tous les mercredis au bar L'Hémisphère Gauche à Montréal, près de la station Beaubien. Aux alentours, il y a du stationnement. Alors, si vous avez peur d'être coincé puis de tourner pendant 45 minutes pour trouver du stationnement, c'est pas le cas où je fais ma soirée d'humour. À chaque soir, j'ai 5 humoristes qui présentent 10 minutes. Ils viennent peaufiner leur matériel. Et moi, je présente 10 minutes de nouveau matériel. Et après l'entracte, je fais du crowd work. Pour ceux qui m'écrivent « Ah, des fois, là, tu niaises le monde. » Je niaise pas le monde. En fait, je niaise le monde, mais avec amour et tendresse. Faut pas oublier que moi, j'ai été connu parce que j'ai envoyé des photos de moi à un Africain en train de me masturber. Alors, tu peux pas être insulté quand je t'adresse la parole ou je ris de toi. Je suis la pire personne. Je peux me placer, moi dans la vie, là, je peux me placer au-dessus de personne. Personne. Peu importe ce que je te dis, tu peux toujours me dire « Hey, t'as envoyé une vidéo de toi sur Facebook le 22 décembre à un Africain en pensant que c'était une jolie fille qui voulait coucher avec toi à 7h50 du matin. Chut! Change de ton. Baisse ton niveau par rapport à moi. Et ça va toujours être légitime. Alors voilà, j'ai une soirée d'humour. C'est 10$. Vous pouvez acheter des billets en ligne ou arriver sur place. Tu peux te pointer et faire « Je veux voir le show », donner 10$, tu as accès. Je le répète, je suis pas Nirvana en 1991. Il y a tout le temps de la place. Tout le temps. Je fais pas d'héroïne et j'ai pas de relation toxique avec un autre membre de la communauté artistique. Fait que je suis pas Nirvana, il y a toujours de la place. Voilà. Mon invité cette semaine, c'est Arnaud Soli. Puis Arnaud m'a conté une histoire super drôle. Il m'a conté la fois où il m'a conté son pire match d'impro. Et c'est une de mes anecdotes favorites. C'est un truc. À chaque fois que je vois Arnaud, j'y demande de me conter ça. Et je pense que c'est pour ça que quand il me voit en public, il m'évite parce qu'il est écœuré, qu'il est juste tranquille, il boit une petite bière, puis moi je le prends par les épaules. Puis je fais « Conte-moi les anecdotes drôles de ta vie! » Puis il fait « C'est pas comme ça qu'on interagit avec le monde. Thomas, s'il te plaît, prends sur toi. » Mais à mon podcast, il y a eu la gentillesse de me raconter une fois de plus cette anecdote-là. Ce qui me donne le goût, moi, de vous conter mon pire show à vie. Et ça va comme suit. Mon pire show à vie, ça s'est passé il y a quelques semaines. C'était dans un bar à Laval. Déjà moins, bar à Laval, youpi. Mais c'était pas bar à Laval dans un quartier de fun. C'était pas bar à Laval, boulevard de Laurentides. Ouais, je sais pas pourquoi je dis que bar de Laurentides, c'est un quartier de fun. Ça prouve que je sors pas souvent de Montréal. Si je dis, hey, le bar de Laurentides, c'est là que ça se passe. C'est là que, yeah! Bref, c'était dans une partie de Laval, dans un coin industriel. Mais pas un coin industriel, le fun. Un coin industriel où ils font des moteurs à frigidaire. Ce genre d'industrie-là. Et en rentrant dans le bar, je savais que ça allait être terrible. Je savais que c'est-à-dire que c'est pas mon public. Moi, mon public, pour ceux qui viennent à ma soirée d'humour, c'est du monde assez allumé d'esprit, assez ironique, un peu introverti. Mon public est du monde un peu allumé, un peu étrange, puis je m'entends bien avec ces gens-là. Mon public, c'est le genre de personne, quand une célébrité meurt, ils pensent à des jokes géniales, mais ils l'écrivent pas sur Facebook. C'est exactement ça, mon public. C'est des gens qui ont l'esprit tordu, mais qui font pas chier le monde avec ça. Et c'était pas ce genre de public-là qui était. Pour vous donner une idée de la place, je trouve que ça résume tellement c'est quoi. Dans ce bar-là, le midi, il y a un groupe hommage aux respectables. Ça dit tout. Il y a des gens qui vont à ce bar-là pour écouter l'homme 7-Up Man par un band de gens de 42 ans qui avaient un problème de speed dans les années 90. C'est ça l'ambiance de l'endroit. Je rentre là et je me dis, gars, tout va mal, mais ça va bien aller. Parce que je suis un humoriste chevronné, fort, va faire mon meilleur matériel, ça va bien aller. Mais aller gagner du monde qui m'haïsse, ça je vais faire. Parce que je suis capable d'aller gagner l'amour de tout le monde. Yeah, let's go. C'est pas ça qui s'est passé, zéro. Je suis le premier à monter sur scène. Quand je monte sur scène, le plafond est très bas. Très bas. Et moi, vu que je suis une diva, parce que j'ai une soirée d'humour, et une fois, j'ai joué à la salle Albert Rousseau à Québec, je suis Céline Dion. Je suis pas d'accord que le plafond est bas. Fait que ce que je fais, c'est que je cogne dans le plafond. Mais on est dans un bar, dans un quartier industriel qui laisse jouer un groupe hommage aux respectables. Alors le plafond casse. Alors la première chose que je fais, c'est casser le plafond.
Je casse le plafond, une partie du plafond tombe, et je place le plafond. Ce qui, normalement, c'est pas quelque chose qu'on fait quand on commence un numéro d'humour. Placer le plafond qu'on a détruit. Et je fais la meilleure joke au monde. Je fais, hey, je suis venu ici pour tout casser. Surprise, surprise, cette blague-là marche zéro. Alors je me dis, Thomas, fais tes meilleures blagues d'introduction. Moi, j'ai vraiment pris du temps à écrire des blagues d'introduction. Habituellement, je m'en sors. Habituellement, quand je fais ces blagues-là, ils font, ah, oui, c'est sur l'énergie, youpi. Je fais 3 blagues, rien! Ils veulent rien savoir de moi. Ça va pas bien. Normalement, quand ces choses-là arrivent, tu as 2 manières, tu as 2 états d'esprit. La première, mais avoir. Je vais changer d'attitude, je vais m'adapter à eux et je vais leur faire passer, pas un bon moment, mais pas un moment horrible. Ou la deuxième manière de voir ça, le deuxième point de vue, c'est je vais faire mon matériel le mieux possible, le plus vite, comme si c'était une italienne. Moi, juste faire mon temps, les remercier, donner le micro aux autres et pas gâcher la soirée. Moi, j'ai amené une autre manière. Moi, je me suis dit, je vais faire en sorte que ces gens-là n'aiment plus jamais l'humour. Je me suis arrangé pour être désagréable, à être weird, à être méchant. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à faire ce qu'on appelle du crowd work. Ça, c'est, on s'adresse directement aux gens. Mais ça, c'est cool quand je le fais devant mes spectateurs, devant le public qui vient souvent. Parce qu'ils me connaissent, ils connaissent mon énergie, ils savent que c'est un jeu, ils connaissent l'humour, ils connaissent le deuxième degré, ils savent comment s'amuser. Quand t'aimes un groupe hommage au respectable, ça se peut que si je t'adresse directement la parole et je te pose des questions sur ta vie sexuelle, tu sois bouleversé. Et c'est ce qui s'est produit. J'ai commencé de parler d'une madame, et c'était le genre de madame qui, après chaque joke, a fait « Ah ouais! Oh! » Elle avait son verre de vin, puis elle faisait « Oh yeah! » Elle avait l'air d'une femme qui, dans les tout inclus, accouche avec le staff cubain. C'est ce genre de femme-là. Genre de femme qui va au Club Med, puis elle paye, elle couche avec le géo de la place, puis elle lui donne, mettons, un antisudorifique. Comme elle paye avec du speed stick. Elle fait merci de m'avoir mangé la chatte pendant 20 minutes, Pedro. Voici un speed stick, vapeur des glaces, youpi, vive Fidel Castro. Alors cette femme-là, elle a son verre de vin et elle crie. Elle fait wow! Hey! Puis je me dis c'est une bonne partenaire de jeu. Je lui parle et ça va horriblement. Premièrement, mes jokes ne fonctionnent pas vraiment. Je pose des questions sur sa vie sexuelle. Ça met tout le monde mal à l'aise. Parce que ces gens-là n'ont pas fait l'amour depuis le référendum de 1995. Alors, ça les met tout mal. Oh mon Dieu, il y a des gens qui font l'amour. Qu'est-ce qui se passe, moi, par rapport à ça? Ah, oh non, ça va mal. Je me dis, c'est quoi? Au lieu d'arrêter de faire ça, faire quelques blagues, être content de partir, je fais, c'est quoi? Je vais m'adresser à la belle famille de l'animateur. Mais pour ça, l'animateur, il est gentil, il est fin. Mais il sort avec une fille de banlieue qui n'ont jamais eu peur dans la vie. C'est du monde. La famille de ce gars-là, il calcule. Comment expliquer? Regarde, la famille de ce gars-là, ils calculent leurs finances en voyage dans le sud. C'est ce genre de personnes-là. C'est ce genre de personnes qui disent oh, ça coûte cher, ça coûte 2 voyages et demi dans le sud. Ou on pourrait acheter ça, mais on va reporter notre croisière. C'est des gens comme ça. Ils sont pas méchants, mais c'est pas des gens ironiques, ni le fun, c'est des gens, ils laissent tranquille. Et moi, je les ai pas laissés tranquilles. Me suis juste mis à leur parler de leur vie sexuelle, puis de la vie sexuelle de leur beau-fils. J'ai dit à la dame, hey, qu'est-ce que t'aimes de l'animateur de ton beau-fils? Elle a répondu, je le trouve très très beau. Moi, je suis sauté là-dessus, je me suis mis à y parler, ah, tu veux fourrer ton beau-fils? Tu veux lui faire l'amour? Comment ça? C'est-tu bizarre? Comment tu le séduis? Y a-tu une tension sexuelle? Elle n'a jamais été mal comme ça dans sa vie. C'est comme si j'avais dit, je vais tuer toute ta famille. Elle était comme, elle était blanche. Elle n'a pas aimé ça. Normalement, quand tu vois que le public n'aime pas ça, t'arrêtes. Moi, j'ai fait, ça va pas bien. J'ai pas d'amour. Je vais continuer à la rendre mal à l'aise. C'est ça mon plaisir à moi. J'ai continué. Son mari est intervenu en disant, peux-tu faire des blagues au lieu de nous adresser la parole? J'ai fait non, j'ai continué. Et tu sentais un trou noir qui aspirait tout le bonheur dans la soirée du monde. Finalement, je les ai lâchés, j'ai fait quelques blagues à plat. Je fais des blagues
Et ça fait long, c'est plate, là. J'ennuie tout le monde. Les gens aimeraient tellement ça que j'aille une crise cardiaque pour vivre autre chose. Ils aimeraient ça qu'un aigle passe, puis m'emporte très très loin, mais ils me supportent, parce que c'est du bon monde. Fondamentalement, c'est du bon monde. Je connecte pas avec eux, c'est du bon monde. Ah, pas bien. Là, je me dis, gars, dernière arme, dernier truc que j'ai dans mon coffre à outils, c'est, on va faire de l'ironie. Je vais juste souligner à quel point ça va mal. Je fais des blagues, je fais une espèce de, pas une crise, mais je m'emporte, puis je dis que la prochaine fois qu'ils vont me voir, c'est un gala juste pour rire, que je suis la future star, que je suis une révélation de l'humour, que je vais changer la comédie au Québec. Ça ricane un peu, parce que les gens comprennent ha ha ha, ils se plantent, puis ils le mentionnent, puis je m'emporte, puis je m'emporte, puis je m'emporte. Et je me penche un peu comme ça, je me penche, je m'adresse au public, ah ah ah, ah va bien, hein, c'est le meilleur spectacle de ma vie. Je me retourne, et je me cogne sur quelqu'un sur scène, je comprends pas ce qui se passe. Voyons non, je me cogne, on joue pas au hockey, c'est l'animateur. Il prend le micro, puis il se met à niaiser sur scène en prenant le micro. Je deviens tout rouge, j'ai chaud, je sue du visage, j'ai honte. Parce que qu'est-ce que je pense, c'est que ça va tellement mal que l'animateur n'a pas le choix de venir sur scène, de prendre le micro et de mettre fin à tout ça. Fait que j'ai honte, je sors de la scène en regardant par terre, je fixe le sol. Si j'avais des lasers qui sortaient du sol, j'aurais tout brûlé devant moi. Tout aurait été en feu. Je regarde, je vais dans la loge, j'ai chaud, j'entends Thomas revient. Et je comprends pas ce qui se passe, c'est sûr que je reviens pas là. Je veux pas revenir sur scène, c'est vraiment étrange. Et il présente l'autre humoriste. Là, je me dis, ah, la soirée, c'est à cause de la soirée, tout va mal. L'autre humoriste a plein de rire. Je fais génial, c'est moi le problème, c'est pas les autres, ce qui me fait vraiment mal. Et l'animateur revient dans la loge, puis il dit, Thomas, qu'est-ce que t'as fait? Je voulais qu'on fasse une espèce de joke, un duo. Puis je fais, de quoi tu parles? Là, il m'explique qu'il voulait, au fond, vu que j'ai ri de sa belle famille, me faire une blague, de prendre le micro, puis de me faire à son tour quelques blagues sur scène. Puis il dit, je pensais que tu allais comprendre. Et je lui réponds, bien sûr que je comprends pas ça, parce que c'est absurde, puis on fait pas ça en stand-up, c'est super étrange. Et normalement, quand on a un partenaire de jeu, on lui dit que c'est un partenaire de jeu, on fait pas juste décider, en passant, on devient Dominique et Martin, comme ça. Quand Dominique et Martin, avant d'être Dominique et Martin, ils se parlent, il y a des réunions, ils jasent. C'est pas juste Dominique qui est monté sur scène, puis là Martin est arrivé, puis ils sont fait des jokes, des gros et des petits, ils se sont jasés. Là, il m'explique, ah, c'était un malentendu. Moi, je crie dans l'âge, ben oui, c'était un malentendu! Ben non, j'ai pas entendu ça! Et il me donne mon argent, et je me sauve de Laval, comme si j'avais commis un meurtre. Alors voilà, ça c'était le pire show de ma vie, j'ai été humilié. Mais j'ai appris de ça. J'ai appris plusieurs choses. J'ai appris, quand les gens t'aiment pas, ça se peut, arrange-toi pour mettre le temps où ils t'aiment pas le plus court possible. Dénature-toi pas, juste reste toi-même, puis dis-toi peut-être que dans la foule, il y en a juste deux qui vont te trouver correct, puis éventuellement personne va souffrir. Et dis aux gens, maintenant je le dis, s'il te plaît, si ça va pas bien, essaye pas de faire un petit gus et petit mousse avec moi sur scène. Je vais m'en sortir moi-même. Donc voilà, ça c'était mon histoire. Mon pire choix à vie. Pire choix à vie. Dans le même bar. Puis aussi, ça fait vraiment mal savoir que t'es moins bon qu'un groupe hommage au respectable. Ça fait mal. Ça remet toute ta vie, tes choix de carrière en perspective. Tu dis, suis-je réellement un artiste si un groupe hommage au respectable a une meilleure prestation artistique que moi? Voilà, ça c'était tout. J'espère que vous avez aimé l'entrevue avec Arnaud. Du moins, le podcast, j'ai dit entrevue. La conversation que j'ai eue avec Arnaud. Je me suis éclaté. C'est un artiste que j'admire. Et voilà. J'espère que vous avez aimé ça. Bon podcast! Arnaud, super content que... Bro! Ça va bien? Oui, toi? Content de t'avoir. Merci. Commençons de manière hyper abrupte et non naturelle. T'es né où et en quelle année? Je suis né en 1989, le 26 décembre. Yeah. Ah ouais! Ma mère a perdu ses os pendant le réveillon de Noël. J'étais dû pour janvier.
mi-janvier. J'étais pressé de sortir. Donc, je suis né à l'hôpital Saint-Luc à Montréal, dans le On est centre-sud. deux? Yes, Saint-Luc aussi? Ouais. Yeah, man. C'est pas au centre-ville? Ben, c'est entre les deux. Là, c'est près du quartier latin, là. C'est vrai. Saint-René-Lévesque. Donc, ouais, ma mère, après le party de Noël, est rentrée chez nous. Mon père est rentré avec mon oncle, continue à boire du scotch puis jouer aux échecs. Ma mère est allée prendre un bain. Puis là, elle a perdu ses os. Puis là, mon père était chaud tête. Fait qu'ils ont pris un taxi. Il y avait une tempête de neige. Mon père s'est fait vomir dans la salle d'accouchement parce qu'il voulait comme reprendre contrôle un peu sur la situation. Puis je suis né. Puis mon père est allé jouer Casse-Noisette. C'est un musicien classique. Quelques heures après, un peu le lendemain d'accouchement puis de brosse. C'est tombé hallucinant! Ouais. Il était ivre. Ouais. Wow! Ouais. Fait que c'est ça. Aïe aïe. Quel instrument il joue, ton père? Corps français. Il faut que tu m'aides. C'est un instrument, c'est un cuivre. C'est comme ça a une embouchure genre de trompette, là. Puis c'est en rond. Puis c'est un gros pavillon. Puis du corps. Du corps français, mais c'est du corps, là. Puis ça sonne comme un genre de clairon. OK. C'est un bel instrument. Cool. C'est moins agressant qu'une trompette, je trouve, en termes d'attaque. Ça a un petit côté quasiment feutré dans le son. C'est un instrument qui était utilisé à la base pour à la chasse. Donc, le corps de chasse, les rois utilisaient ça pour s'annoncer dans le bois. Là. Pam, 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 pam. Wow! Ouais. C'est devenu un instrument dans les... Ouais. Ouais. Ah, wow! Et comment tes parents se sont rencontrés? Dans un cadre musical. Mes deux parents sont musiciens. Ma mère a fait une petite tournée pan-canadienne avec un quatuor, un quintet de cuivre, dont mon père faisait partie. Puis, elle décrit vraiment la rencontre comme un coup de foudre. Ils se sont croisés dans un lobby d'hôtel. Puis, ils se sont regardés. Puis, ça n'a pas été long qu'ils se sont mariés. Parce que je pense qu'ils étaient quand même relativement pas âgés. Mais tu sais, moi, ils m'ont eu à début trentaine. Fait que, tu sais, à l'époque, je pense que, tu sais, comme fin vingtaine, là, tu sais, t'avais le goût de te caser. Là. Fait que ça n'a pas été très long qu'ils se sont mariés puis qu'ils m'ont eu, moi puis mon frère. Es-tu le premier ou tu es le deuxième? Premier enfant, aîné, oui. Wow! Ouais. Yeah! J'ai un frère 20 mois, 18 mois plus jeune. Ah, ils se sont dit, nous, on en veut deux rapidement. Je sais pas s'ils se sont dit ça ou... ouais, sûrement. Je sais pas s'il était voulu, je peux jamais demander. Et ça ressemble à quoi ta jeunesse? Jeunesse, quel âge? Disons, commençons un peu avant l'âge de 12 ans. Tu sais, c'est 12 ans. Entre 6 et 12? Plutôt au primaire. Mon primaire? C'était cool. Moi, j'aimais ça, le primaire. OK. C'était cool. J'allais à l'école Le Plateau, qui est une école de musique dans le parc La Fontaine. Ah, ben oui. Ouais. Fait que moi, j'étais un enfant qui aimait quand même ça, l'école. J'étais social, tu sais. Fait que j'aimais ça, aller rejoindre le monde. Déjà, t'avais une école agréable. T'avais une école où Ouais. c'était pas juste académique. Le but, c'était Ouais, il y avait de la musique tous les jours. s'exprimer, de la musique. Ouais, exact. Puis on était au milieu du parc, tu sais. Il y avait quand même un environnement cool pour apprendre. Moi, j'ai toujours trippé à l'école. J'étais quelqu'un d'assez social. Je partais bien des projets, moi. Je partais des projets, là. Au primaire? Tout le temps. Ouais, tout le temps. Oh, J'ai écrit génial. une pièce de théâtre qui était vraiment pas bonne, j'imagine. J'écrivais T'as des 9 ans, comment? tunes, des BD. J'aimais ça comme vraiment créer. Là, tu sais, je dessinais beaucoup. À un moment donné, j'avais parti une rumeur au primaire comme quoi Fred Durst était mort. Puis, Le chanteur de Limp Bizkit. le chanteur de Limp Bizkit en 5e année primaire. Ce qui est très logique. Ben, ça aurait pu. C'est un Puis, rocker, plein de choses pour... C'était mon premier gros stunt. Puis tout le monde me croyait. Puis je sais même pas, ça s'est sûrement rendu dans d'autres écoles. Mais on a désamorcé la nouvelle. Mais tu sais, c'était un peu pré-Internet. Tu sais, où comme j'étais en 5e année primaire, moi, j'avais pas encore Internet. Je me rappelle, mon ami venait de pogner Internet. Tu sais, on était en 98. Fait que 97. Fait que tu sais, l'Internet résidentiel, c'est pas vargeux. Tu dois aller à la bibliothèque pour... Ouais, c'est ça. Il y en a qui l'ont, mais tu sais, on est loin de la haute vitesse, là, tu sais. Fait que... puis le primaire, pour moi, c'était vraiment les amitiés, tu sais. Commencer à avoir ma gang. J'aimais ça aller faire des sleepovers chez mes amis. On jouait à Super Smash, puis on louait des films d'horreur. Puis je fumais pas de drogue encore. Je commençais en secondaire 1. Fait que, Ton 1er juin, c'est en secondaire 1. Ouais, puis j'étais comme le dernier de ma gang à fumer. Moi, mes amis ont commencé au primaire, puis j'étais comme non. Wow! Ouais, j'étais quand même avec des petits bums, là. OK, deux trucs qui me fascinent là-dedans. Premier truc,
première fois que tu as fumé un joint, c'est dans quel contexte? Chez ma chum de fille, chez Marilyn. On la salue. On la salue, ouais, c'était ma première blonde en secondaire 3. On la double On la double salue. Marilyn, Puis elle, son père, elle vivait chez son père à côté du parc La Fontaine, super bel appart. Puis lui, son père, c'était un comédien, il est décédé. Puis, tu sais, il était vraiment ouvert. Fait qu'on faisait tout le temps les parties là. Tu sais, c'est comme chez nous aussi, là, mes parents étaient très ouverts, mais c'était vraiment chez Marilyn, chez nous, c'était les maisons où est-ce qu'on se ramassait une couple de jeunes, puis que c'était comme pas grave qu'on fume en dedans, mettons, du pot, là. Puis on avait fumé un joint là avec une couple d'amis. Puis je suis pas sûr que j'avais été tant gelé. On dirait que j'avais pris quelques puffs. Puis là, je me rappelle que je voulais être gelé. Fait que, tu sais, on dirait que comme j'essayais de partir un fou rire. Puis il y avait une lampe au plafond qui avait comme la forme d'une petite sonnette de comptoir. Là. Ding, ding. C'est comme sur un desk d'hôtel, mais à l'envers. Puis je sais pas pourquoi je disais « Ah, tchou bing bing! » Puis c'est comme resté... C'est super pas intéressant comme inside, mais j'essayais de créer une espèce de fou rire autour du Achou Bing Bing. Puis ça, c'était mon premier joint. Puis après ça, ça a été à peu près tous les jours. Là. Ben, tu sais, c'est-à-dire que mon frère fumait. Chez nous, tous nos amis fumaient. Fait que, tu sais, après l'école, on fumait. Les fins de semaine, on fumait. OK. Est-ce que c'était... Wow! Et est-ce que tu étais particulièrement gelé vu que tu étais tout petit ou pas du tout? Ben oui, j'étais défoncé quand même. Là. C'était intense, fumer un joint alors, avant que ta voix a mue, là. Ben, je pense que j'avais mué. Ben non, j'avais pas tout à fait mué. J'étais comme ça à la ligne de... J'étais vraiment, en fait, dans ma... Puberté? Ouais. Oui, en fait, c'est exactement là que j'ai commencé à fumer. Peut-être c'est ça, j'attendais d'avoir du poil là, sur la poche. J'attendais d'avoir un pénis d'adulte avant de prendre des puffs de joint, je pense. Mais... C'était-tu intense? Ben oui, c'était intense, évidemment. Tu sais, t'es pas complètement développé. Puis je fumais pas gros. Tu sais, je fumais souvent, mais je fumais juste comme une puff. Mm-hmm. J'ai jamais adoré le pot. J'ai comme une drôle de relation avec le pot. Même encore aujourd'hui, je fume un peu, mais j'aime pas perdre le contrôle, en général, avec la drogue. Puis le pot, je trouve que c'est comme une espèce de pile ou face que des fois, je suis vraiment juste dans une belle zone, que je ris, que je me trouve créatif, que j'ai une perception de fun, ou comme j'ai une sensibilité différente. Puis des fois, je suis juste comme une coche trop dans ma tête. Puis là, je fais juste partir en boucle sur des patterns d'anxiété de est-ce que lui me regarde comme ça, tu sais, la paranoïa, tu sais, c'est quoi, là, j'imagine, là, mais... Moi, c'est la seule étape que j'ai. C'est juste ça, toi? Je tire une puff, déjà je fais ça. Là, déjà j'embarque là. Lui, pourquoi il me regarde? Mais non, il te regarde pas. Mm-hmm. Dans le fond, ce monde-là, il m'aime pas. Ouais. Dans le fond, je suis juste coincé avec eux, mais ils m'aiment pas. Fait que moi, le pot, même que j'ai fumé quand même pas mal jusqu'au cégep, puis à un moment donné, je me suis dit, là, faut que, tu sais, après 2 ans de cégep, j'ai dit, faut que j'arrête. Ça me va pas si bien que ça. Je fumais vraiment par réflexe parce qu'on fumait tout le temps, tout le monde fumait. C'était comme... C'est vraiment cérémonial. C'est vraiment cérémonial. C'est passer le joint en cercle. Fait que j'ai plus fumé par espèce de... On suit le groupe. Ouais, exact. Mais dans les faits, j'ai jamais fumé tout seul. Moi, j'ai des amis après ça qui ont été quand même toxicomanes assez profonds ou qui le sont encore. Puis je suis pas dans le jugement. Il y en a que ça leur fait bien, là, quoi que ce soit. Mais je fumerai jamais un bat tout seul. Là, ou peut-être une puff avant de faire de la peinture. Puis je vais me mettre ou d'écouter un film, là, ben space, là, que je vais me mettre dans une zone. Mais... C'est quoi la première fois que tu as fait de l'impro? C'était en secondaire 3. OK! À l'école, je savais déjà c'était quoi. J'étais allé voir de la LNI ou des matchs. Ton l'âge où la LNI, c'était à la télévision. Ouais, j'ai pogné la dernière batch parce que je pense que ça a commencé dans les années 80, là, les Golden Age, là, avec les Normand Brathwaite, Michel Rivard. Ce serait malade. Ça serait bro! Ça serait incroyable. Aucun personnage, c'est juste elle, les mains sur les hanches. Je fais bonjour, je suis Michel. Oh, wow. Tu joues autour de ça? Ça serait incroyable. Non, ouais, bref, j'ai pogné comme la dernière mouture d'impro télévisée avec les mondiales qui jouaient à la télé. Les Claude Legault, Sylvie Moreau, même Charles Lafortune, il était fort. Didier Charles Lafortune, on oublie que c'était un acteur incroyable. Oui. Vraiment, avant d'animer la voix, c'était un acteur. C'est un acteur incroyable. Ouais, il est vraiment bon. Fait que je savais c'était quoi de l'impro, mais j'avais comme jamais eu vraiment l'idée de me présenter au camp. Puis c'est un de mes amis
Au camp de recrutement, tu sais, comment ça fonctionne, la ligue d'impro au secondaire, c'était comme, il y avait l'équipe du secondaire, mais à chaque mois de septembre, il y avait vraiment un camp. Là, Comme du hockey. Comme du hockey, ouais. Ben, pour former l'équipe, tu sais, c'est-à-dire, tout le monde peut se présenter, puis là, tu as un coach qui va former son équipe de 7 joueurs, I guess. Puis en secondaire 3, en secondaire 2, j'avais un ami un peu qui en jouait, fait que je suis allé voir des matchs, puis j'étais comme, ils sont bons, mais on dirait que je me voyais pas vraiment faire ça. Je sais pas pourquoi, là, j'avais comme une dissociation de comme, ils sont bons, mais c'est pas fait pour moi. Puis mon ami, il a insisté pour que j'aille faire le camp, puis j'étais comme, ouais, mais non, ils sont vraiment bons, là, les joueurs d'impro au secondaire. Alors que non, ils sont à chier, les joueurs d'impro au secondaire. Mais tu sais. Mais à l'époque, Mais à l'époque, j'étais comme, non, regarde. Mais finalement, j'ai fait le camp, puis j'ai été pris dans l'équipe. Et mon premier match d'impro, ma première période du premier match d'impro, j'ai figé. J'ai pas été capable, j'ai rien dit. J'embarquais, puis je disais rien. Puis là, j'étais comme, bon, c'est terminé. Puis à la pause, comme mon coach, qui est encore un ami, qui s'appelle Alex Legault, qui est un gars vraiment cool. Très, très... un créateur très, très brillant, tu sais, très animé. Mais bref, il m'a dit, tu sais, Arnaud, là, juste comme... Vas-y, là, tu sais, au pire, quoi, là. Fait qu'on dirait que j'ai décliqué. Puis, tu sais, là, j'ai eu la première étoile. Tu sais, en deuxième période, là, j'ai fait, OK, je comprends que j'ai juste à... Tu sais, je suis capable, là, d'écrire une histoire, puis de placer les choses, puis de... Fait que ça a été vraiment un coup de foudre immense, l'impro, pour moi, dans ma vie, là. Probablement mon plus gros déclic artistique à vie, là, parce qu'après ça, j'ai fait 10 ans d'impro non-stop, là, dans toutes les ligues à Montréal. Puis... Parce qu'il faut le savoir, t'étais hyper connu pour ton impro. Ben, avant de faire de l'humour... Parce que l'humour, à mon avis, de l'impro. Ouais, c'est une forme d'humour. Mais oui, avant de faire du stand-up, disons, j'étais sûrement, en tout cas dans le monde de l'impro, comme un joueur respecté, là. Ouais, complètement. Plein de questions par rapport à ça. Moi, c'est moi où c'est bien plus épeurant faire de l'impro à l'école secondaire où tu joues devant tes pairs que dans un bar. Parce que si t'es juste nul dans le bar, tu vois plus ces gens-là, tu peux passer par en arrière. Tandis qu'à l'école secondaire, c'est vrai, la jolie fille, elle a vu que j'étais nul. Mais au contraire, moi, une fois que cette peur-là est passée, puis il faut savoir que moi, où est-ce qu'on jouait à mon école, c'était le pire décorum de match d'impro. C'est dans la cafétéria, okay? Au milieu de la cafétéria. Mais imagine des plafonds de 16 pieds, gros calice de néon. Les gens sont assis sur des tables de pique-nique. Il n'y a aucune acoustique, là. C'est comme « Hey! » Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas d'intimité. Tu joues là-dedans, là. Tu sais, déjà que l'impro, faut s'imaginer beaucoup d'affaires, là. Tu sais, t'es en jogging, on a tous 13 ans, des problèmes d'acné, tout le monde est laid, n'a pas des voix en contrôle, dans une petite cafétéria au néon. J'aimerais ça revoir ces affaires-là, mais bref. Fait qu'on voyait bien les gens là, assis là, avec leur petit carton de vote, là, puis leur style d'ado de secondaire. Puis, mais moi, ça m'a aidé à me valoriser, en fait, l'impro. Quand j'ai compris que j'étais capable de faire rire, puis que j'étais bon, puis que j'avais comme justement, ça faisait un sens, tout ça. Ça m'intimidait pas, au contraire, ça me donnait de la force, tu sais. Est-ce que tu faisais rire, est-ce que dans la vie tu faisais rire les gens ou ta seule punchline c'était je suis gelé, ding ding ding. Hachu bing bing reste à ce jour un de mes meilleurs gags. Non, je faisais rire le monde, OK, déjà t'avais une fibre comique là. Oui, complètement. Ouais, j'ai toujours été mais tu sais, c'est parce qu'il y a une différence entre faire rire tes 4 amis en jouant à Super Smash. Pour vrai? Et faire rire 200 personnes dans un... Sais-tu quoi, à mon avis? Non. La force des meilleurs humoristes, à mon avis, c'est que dans une salle, tu te sens que t'es avec eux dans un sous-sol à jouer à Super Smash. Ouais, t'as raison, mais... C'est ça leur force. Lui, José Hood, vraiment, pour l'avoir vu souvent sur scène, j'ai oublié qu'il y a du monde autour de moi. Ah ouais, c'est ça. Mais ça, tu es capable d'affirmer ça avec du recul, mais quand t'as 14 ans... non, à 14 ans, je il y a une différence entre faire rire. Ouais, mais... À 14 ans, j'étais au courant de tout ça. Moi... Fait que, ouais, non, j'ai toujours fait rire les gens. Moi, ça a toujours été mon... Ton identité un peu, là. Ouais, complètement. Mais tu sais, ma manière dans un groupe, je suis le gars comique, let's go. Ah oui, définitivement, tu sais, parce que j'étais boutonneux, parce que j'étais aucunement sportif, parce que j'étais extrêmement gêné avec les filles,
Parce que j'étais terrorisé de n'importe quoi. Ah, moi, je m'en souviens, je t'ai découvert dans un bar. Comme si c'était une date. À la Roquette. À la Roquette, t'étais Ouais. barman. Moi, je croyais que t'étais le gars bon avec les filles. C'est ça, l'idée. Après ça, j'ai commencé à prendre confiance en moi. Puis, Mais avant l'impro, non. non, avant l'impro. Non, mais tu sais, moi, j'ai même pas eu. Tu sais, j'ai eu une blonde au secondaire, mais tu sais, après ça. Non, j'avais peur dans l'intimité avec les filles, j'avais peur, la pression de performance, l'intimité, être capable de parler de mes sentiments aussi. Je me comparais beaucoup, tu sais, je fais un crime. Fait que tout ça là, faisait en sorte que j'avais plus de facilité à faire rire une foule qu'à me confier à une fille, là, tu sais, disons. Ouais. Quand est-ce que, moi je me trompe, l'impro s'était rendu ta priorité dans la vie? Parce que pour être bon comme t'étais bon... Après 2 matchs d'impro dans ma vie, en secondaire 3, là, j'ai dit, bon, ben moi, c'est ça que je vais, tu sais. C'est pour ça que j'allais, tu sais, ça a tout changé, là, tu sais. Comme... Ce qu'il faut que l'improvisation, c'est que quand les gens me parlent qu'ils sont tombés en amour avec l'impro, j'entends des musiciens, quand ils prennent de l'héroïne, c'est la même C'est un peu le même feeling. Non, je sais pas, je me suis jamais piqué, mais... c'est littéralement une drogue, ça, c'est ça. Puis tu catches, tu sais, t'es toujours à la recherche de ce high-là. Puis après cool ça, être bon dans quelque chose. tu parles d'impro, tu vas voir de l'impro. Moi, rapidement, je suis allé voir plein de ligues d'impro. Comme j'étais jeune, là, je partais tout seul de chez nous, tu sais, j'habitais dans le Centre-Sud, j'allais voir la ligue de l'UQAM, j'allais voir la LIM, j'allais voir... Mes parents, ils m'amenaient voir la LNI, là, j'allais voir de l'impro. Là, je parlais d'impro. Là, je me tenais juste avec du monde d'impro. Là, moi, j'ai choisi mon cégep en fonction de l'équipe d'impro. T'es allé au vieux? Ouais, j'étais allé au vieux. Paradis de l'impro et de plein de choses. Et Mais dis pas de faire de l'impro, c'est l'idéal. c'est exactement ça. Faire de la slackline et faire ton cégep sur 8 ans, c'est le vieux. Donc, ouais, non, toute ma vie était vraiment articulée autour de l'impro. Là. Est-ce que... OK, puis moi, ça m'intéresse, ce monde-là, parce que c'est fascinant. Un coach d'impro, c'est quoi? Un coach d'impro, C'est-à-dire que c'est quoi le profil d'un coach d'impro? C'est souvent un joueur un peu plus vieux. C'est souvent quelqu'un qui a joué dans cette ligue-là il y a une couple d'années. Et là, il aime l'impro. Il aime l'impro. Des fois, il aime aussi les jeunes filles. Ça, c'est... Ça, c'est malheureux, mais on a vu souvent dans l'histoire de l'impro. Ben, des coachs en général, je pense dans le sport aussi. Dans le sport, c'est souvent il y a des petits gars. Mais ça, c'est un autre. Dans le sport de hockey, c'est un gros problème. Mais bref. Mais, tu sais, je fais des blagues, là, tu sais, mais c'est pas tant ça. Mais on a entendu des histoires de ça. C'est toujours extrêmement malheureux, des gens qui utilisent un peu leur autorité de coach d'impro. autorité. Ben oui, c'est vraiment ça. Parce qu'en plus, en impro, il y a comme au-delà du sport, il y a le facteur cool. Parce que être un bon joueur d'impro, c'est aussi être cool. Puis c'est comme ton attitude est pas que sur la glace, c'est aussi à l'extérieur de la glace. Tu sais, je vais te donner un exemple. Rapidement, quand tu fais de l'impro au cégep, tu fais des tournois d'impro. Les tournois d'impro, imagine toutes les équipes d'impro de tous les cégeps, donc les gens les plus extravertis et fucking en manque d'attention de tous les cégeps, dans un cégep, qui font de l'impro juste devant eux-mêmes, parce que, évidemment, tout le monde se calisse d'aller voir de l'impro au cégep les fins de semaine. Donc, ça devient un microcosme vraiment weird, que là, t'es là le samedi matin à faire comme des personnages dans une cafétéria à Limoilou. Tout le monde a le goût de fourrer ensemble. Et il y a comme cette espèce de hiérarchie sociale de qui est le plus cool. Et là-dedans, t'as des coachs qui sont des gens juste un petit peu plus vieux, qui dorment dans des cégeps les fins de semaine. Moi, j'ai coaché, OK? J'avais... ça a fait une couple d'années. Là. Je devais avoir 24, 25. J'étais plus capable de dormir dans des cégeps, Thomas. Non, man. Tu veux pas dormir dans un cégep? Jamais. Tu sais, quand t'as un lit, l'air est sec dans un cégep. Tu manges mal. Ça sent spécial. Tout le monde a le flux parce que tu bois de la boréale rousse chaude pendant un week-end. Moi, me faire réveiller par un jeune qui vomit dans une poubelle. T'as donné, man. Et là, me réveiller à 10h, 9h, 8h le matin un dimanche pour faire, bon, on va aller faire des personnages. Aussi, devant personne, faut aimer beaucoup l'impro. sans oublier, corrige-moi si je me trompe sans doute. Je veux dire, coach d'impro, t'es pas Bill Belichick, là. C'est pas... Non. Tu dis quand même aux gars un peu meilleurs que les autres, il y a un point important, va le faire... OK, donc ça se passe dans une cuisine.
et il y a une chicane. Go! Ouais, comme c'est ça que tu fais. Là. Ben oui, parce que maintenant, mettons, je t'appelle, hey, on m'a offert d'être coach d'impro, tu ne diras jamais, tu seras pas capable. C'est impossible, Thomas, d'être coach d'impro. C'est un peu. Ceci dit, il y a des bons coachs, puis moi, ce que j'avais vraiment aimé Oui, ça. on en rit, bien sûr. Là. On te Non, puis j'avais aimé ça parce que, comme je te dis, moi, ça a changé ma vie, l'impro. Puis je voyais dans les yeux des gens que je coachais, certaines personnes, pas tout le monde évidemment, sur 6 personnes dans une équipe d'impro, ne sont pas toutes à la même place, mais je voyais que pour certains gens, c'était la chose la plus importante dans leur vie. Puis ça allait pas bien avec leur famille, puis ça allait pas bien à l'école. Mais quand ils étaient à l'impro, ils se sentaient bons. Puis il y en a qui sont au conservatoire d'art dramatique aujourd'hui, il y en a qui sont... Des grands réalisateurs en pub, sinon. Non, mais moi, je parle de ceux que je coachais, là, sont jeunes, mais tu sais, je vois qu'il y en a vraiment qui s'épanouissent là-dedans. Puis tu sais, si tu regardes aujourd'hui, comme dans toute l'espèce de sphère médiatique, le nombre de gens qui ont fait de l'impro, c'est hallucinant. Incroyable dans tous les domaines, à la réalisation, à la scénarisation, mise en scène, comédien. La publicité, beaucoup en de gens pub, qui font de l'impro. Énormément. Il y a des raisons pour ça. Ça développe ta créativité, ta répartie, ton sens de l'écoute, ton esprit de communauté. Tu sais, de l'impro, comme je le dis souvent, mais c'est un brainstorm actif où est-ce que tu acceptes tout, tu construis. C'est très positif comme manière de travailler. C'est extraordinaire. Donc, tu sais, coacher de l'impro, moi, ça m'a fait beaucoup de bien, mais il y a des petites affaires comme dormir dans des cégeps, puis passer comme une demi-heure à parler de la peine d'amour d'un enfant de 17 ans. Que ça, à un moment donné, ça m'a fait que je l'ai pas fait longtemps, mais j'ai vraiment aimé ça le faire. Avec le recul, moi, je faisais du sport et l'idée autour du sport, c'est important que vos jeunes fassent du sport parce qu'ils apprennent plein de leçons de la vie. Et pour en faire du sport, ça, c'est débile comme idée. Parce que le sport, ça t'amène plein d'idées débiles. Exemple, l'important, c'est gagner. Parce que dans la vie, tu gagnes ou tu perds jamais, c'est faux. Ouais, il y a une dualité dans le sport, mais qui est là dans l'impro aussi, qui est pas facilement applicable dans la vie. Jouer au football. Au football, ce qu'il faut que tu apprennes, c'est qu'il faut que tu joues malgré les blessures, puis tu fasses mal à l'autre. C'est des valeurs horribles à amener dans la vie de tous les jours. C'est vraiment des valeurs fucked up. Mais... L'impro, par contre, t'es juste improvisé. La vie, c'est de l'impro. Dans toutes les sphères, même si tu fais pas de l'art, improviser, repas... Improviser, c'est en fait... pour moi, l'intelligence, c'est souvent là, c'est faire des liens puis c'est résoudre des problèmes de manière active. Surtout quand tu improvises avec quelqu'un de pas bon. Tu sais, au secondaire ou au cégep, tu vas souvent avoir quelqu'un qui a pas l'esprit vraiment de, tu sais, comme en mix, qui va commencer en disant « Salut papa! » Puis là, si le thème, c'est le feu, il va dire « La maison est en feu. » C'est dans la première ligne, il va t'imposer un personnage, puis il va plugger le thème. Ça. « Salut papa, la maison est en feu. » Fait que là, toi, comme genre d'impro, faut que tu fasses « OK, oui, mon fils, allons régler ce problème qui est l'incendie de notre maison. » Donc, ça demande quand même c'est de la résolution de problèmes à tous les niveaux. Donc, oui, c'est ça que si tu arrives à transposer ça dans ta vie, mais ça va te faire de toi comme probablement un meilleur humain, mais en termes de ressources. Après ça, le problème aussi avec les joueurs d'impro au cégep, puis je m'inclus là-dedans, c'est que tu t'enfles la tête vraiment vite, comme si t'étais the shit. Là. C'est comme, yo, j'ai gagné 2 premières étoiles. Ça calisse, man. T'as-tu vu ma solo, man? J'ai fait 2 personnages dans ma solo. Est-ce que des fois, tu trouves ça malheureux que tu as eu des moments de grâce et d'extase sur scène? Ouais. Mais c'est pas capté, c'est mort. Ouais, heureusement que c'est pas capté, mon gars. Mais non, mais je veux dire... Détruit un mythe, là. Tu sais, l'impro filmé, là, je suis pas un grand fan, là. C'est rarement bon, là. Parce que aussi, une des forces de l'impro, c'est, je pense... Il y a une espèce de contrat entre le public et l'improvisateur qui dit ce qu'on vit là en ce moment, c'est éphémère. Et c'est entre autres pour ça que c'est bon, c'est que les attentes sont basses. C'est pas écrit, c'est pas censé être si bon. Tu sais, si tu vas voir une pièce de théâtre, puis il y a un genre de semi-décrochage, puis quelqu'un fait une imitation de cheval cabochonne, tu vas faire, voyons, Chris, j'ai-tu payé pour ça? En impro, tu vas faire génie! Puis la beauté de cette affaire-là, c'est que c'est pas capté dans le sens où on peut se tromper. C'est dans la nature de l'impro de ne pas être capté. Moi, je suis pas fan des impros captés. Mais après ça, il y a quand même des vrais moments. Tu sais, puis moi, je fais des Punch Club, qui est une ligue d'impro 3 contre 3 qui se veut un petit peu sans règles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pénalité, tout ça. C'est une belle ligue, c'est vraiment le fun. J'en ai joué beaucoup. C'est que des superstars qui jouent. Quand des superstars, c'est pas des vedettes, c'est des gens extrêmement bons. C'est des top improvisateurs. Ouais. Ton équipe, c'est Virginie Fortin et Louis Courchaine, c'est ça? Ouais, ben nous, c'est le trio officiel
qui a pas beaucoup de sens comme équipe. Là. Que c'est très, très le fun. Puis, tu sais, qu'on a été champion pendant 5 ans. Là, on a perdu un match sur 20, je pense. On le refait là, contre Julien Lacroix, Mehdi Boussaïdan puis Florence Lompré à Québec. Wow! Ouais, sold out déjà depuis un bout. Ça va être un estime match. Mais toujours est-il qu'eux, ils captent des punch clubs et il y a des bons moments des fois. Mais tu sais, une impro sur tout le show, on dirait, sort bien en vidéo parce que pour X raison, là, le timing est vraiment bon. Puis, mais en impro, c'est que des imperfections. Là. Puis c'est pas une mauvaise chose, mais déjà, je veux pas le revoir. Bon, on part, tout le monde est laid. Je veux pas le revoir. Ça va mal. C'est sûr que ton souvenir de public est meilleur que la captation. Jamais, tu sais, il y a bien des choses que c'est le contraire. La captation va bonifier quelque chose. En impro, la captation va toujours réduire la qualité, à mon avis. Fait que, oui, filmer de l'impro de temps en temps, mais le moins possible. Ça sert pas à personne. Veux-tu me raconter, à mon avis, en tout cas, pas mon avis, là, mais moi, mon anecdote préférée d'impro, c'est la fois où on t'a demandé de faire de l'impro vraiment loin. Le match contre les gros? Oui! Peux-tu m'en parler, s'il te plaît? S'il te plaît! OK. Dès le début, qu'est-ce Je te raconte comment du mieux que je me rappelle. J'étais au cégep. Je viens de m'ouvrir ma page Facebook. J'ai reçu un message de... Je me souviens plus qui. Je pense que c'est Simon Charon, qui était un coach d'impro que j'adore. Qui est le meilleur nom de coach d'impro. Simon Charon. Si tu m'avais dit... Je pense que c'est Simon Charon, mais je suis pas mal sûr que oui. Il m'écrit un message. Arnaud, j'organise un événement dans le cadre d'un... Là, je vais pas dire n'importe quoi, mais c'était comme une soirée pour personnes obèses. Oui. Alors, dans cette soirée-là... Il a pensé à toi. Mais tu sais, comme... Puis je pense que ça part d'une vraiment bonne place, qu'il y a comme des photos de... Il y a comme des photos d'art de gens nus, tu sais, de grosses personnes, tu sais, pour un petit peu l'acceptation de différents corps. Tu sais, il m'explique ça. Il y a une couple d'activités. Et il dit, il y a un match d'impro. Et là, c'est là que ça se corse un peu. Il dit, c'est un match d'impro, c'est gros versus maigre. Alors... OK! Ça peut pas être une bonne idée. Fait que moi, je te rappelle que je suis à l'époque où je vis de l'impro et je prends toutes les opportunités d'aller improviser. Donc, je dis, parfait, j'y serai. Tu peux comprendre qu'au cégep, j'étais encore pas gros, mais j'étais vraiment maigre au cégep. Là. Je pesais peut-être 116 livres. Là, tu manges des ramen, tu bois de la bière, puis tu fumes des joints. Là, ouais, mais j'étais maigre. Là, en tout cas, ben bref. Fait qu'il m'écrit ça, je dis, ouais, cool. J'arrive là-bas. Wesh! OK. Donc, là, je me rappelle que je pars de chez ma mère à l'époque. Elle avait un petit appart dans Westmount-ish, là, près du métro Villa-Maria. Je pars en vélo. Puis c'est comme dans... Je pense Saint-Henri, mais en tout cas, c'est un coin industriel dans le sud-ouest. Là, je me perds un peu. Un coin industriel. Je m'en vais là comme en vélo, mais dans un tunnel. À un moment donné, je prends le tunnel en vélo, puis là, je fais, OK, je suis pas à la bonne place. Puis là, j'ai peur, parce que il pleut. J'arrive là, un peu mouillé sur mon BMX. C'est dans un genre de loft industriel, une industrie désaffectée. Je cherche la place, je suis en retard. Je trouve un paquet de pills, des speed, là, vraiment un gros paquet de speed à terre. Je ramène ça à la réception. Là, je fais, je suis ici l'événement des gros. On me dit, oui, c'est tout sombre. Là. C'est comme un loft avec de la musique house industrielle qui joue. Jamais je m'en vais d'ici, tout est bizarre. Là, à ce moment-là, j'ai de moins en moins de plaisir, mais attends, là. Fait que là, j'arrive là, ils font, ouais, c'est ici, là. Fait que là, mais il y a du retard, là. Tu sais, ils m'expliquent qu'il y a du retard. Fait que là, je me prends comme une bière. Puis là, il y a comme pas grand monde. Puis là, finalement, les joueurs d'impro arrivent, là. Puis c'est du 3 contre 3. Donc, on est 3 maigres contre 3 gros. Puis là, le match a comme, à mon souvenir, quasiment 2 heures de retard parce que l'événement n'a pas de bon sens. Puis il n'y a pas grand monde, là. Il y a peut-être une quinzaine de gros. Et il y a des gens qui ont dit, ah, c'est une usine désaffectée. J'ai peur. Je vais rebrousser chemin. Sûrement qu'on a perdu des gens en chemin. Fait que le match commence, c'est un match. Tout un salaire là-dedans. Non, je suis pas payé. C'est pas vrai. Le plaisir. Moi, j'aime dans tout ça. Aller dormir dans des cégeps, je suis plus capable. Puis, je veux plus entendre la peine d'amour d'un gars de 17 ans. Par contre,
Attends, j'avais 18 ans. J'étais au cégep à ce moment-là. J'étais vraiment à un moment où est-ce que je serais allé jouer, tu serais allé jouer dans un loft désaffecté, Ouais, un affaire, j'aurais pas de fait bon ça. sens, pas payé. Fait que cool, ça Puis commence. là, le match commence. C'est vraiment mec contre gros, mais le public, c'est des gros. Donc, tu te rends compte que c'est une espèce de freak show renversé où est-ce que les maigres, on est évidemment pas les bienvenus. Ce qui est exceptionnel! Ouais, c'est super. Mais moi, je l'avais comme pas compris de même en acceptant. Bon, il y avait plein d'affaires que j'avais pas compris, là. Mais... Fait que là, le match commence et je te jure, c'est des thèmes genre grosse fin de semaine. Et c'est flou dans ma tête. Je pense qu'il y a 5 impros, c'est pas très long. Ça dure genre 45 minutes. C'est comme une longue période. La dernière impro, je me suis fait manger par un joueur. Littéralement, il m'a mangé. Ben, il m'a pas mangé pour vrai, mais il a figuré qu'il me mangeait. Le public de gros criait « Mange-les! Mange-les! » Et il m'a chié. C'était tellement cathartique. Eux, ils étaient comme « Yeah! » Puis on a perdu 5-0. Man, c'était humiliant de A à Z. C'était humiliant de A à Z. Ah, mais c'est exceptionnel. C'est Je exceptionnel. me souviens plus qui il y avait. Il y avait un gars qui s'appelle Antoine Vendette que j'ai revu. Qui s'appelle encore comme ça? Ouais, qui s'appelle Antoine Vendette, qui fait de la, je pense, mixologue, puis qui il est bon au poker, si je me souviens bien. J'aimerais ça que s'il y a des gens... Exactement ton profil. S'il y a Un des mixologue gens, bon je pense poker. que Roberto Sierra animait. S'il y a des gens qui se reconnaissent ou qui ont des souvenirs de cette histoire-là, écrivez-nous, écrivez à Thomas. Ah ouais. Ou Ben, écrivez à moi. écrivez à Laisse-le Thomas. tranquille. Laisse-le Mais tranquille. ça, c'est facilement la pire gig que j'ai jamais faite. Mais la meilleure. Mais la C'est meilleure, parce que exceptionnel. l'histoire est extraordinaire. Puis Et moi, je trouve ça magnifique. Tout le pouvoir qu'ils ont eu pendant toute cette soirée-là, le bonheur qu'ils ont eu. Ouais, Parce que personne n'a eu mal. Tu as été, entre Non, guillemets, humilié, mais pas tant Non, que non. ça. Et tout le monde était gentil avec toi. mais C'était un c'est jeu. juste- Non, mais oui, il n'y a pas de stress. Là. Tu sais, je suis pas sorti. Je suis Tu pas sorti là en de disant si tu pèses plus que tel. Ben, tu sais, je suis sorti de là, honnêtement. Je te rappelle que j'étais trempe, que j'ai passé mourir dans un tunnel, que j'étais pas payé, que je me suis perdu, que j'ai trouvé de la drogue à terre puis que je l'ai même pas gardé. Tu sais, je suis pas sorti de là comme... comment je te dirais? Sur un nuage, là. tu sais. Ah, Christ, non, man. J'étais comme... Bon, ben, c'était ça. Tu sais, je sais pas quoi dire. C'était tellement surréel. En même temps, je suis content d'avoir fait. Ah, moi, je suis tellement heureux que tu aies fait ça. Et c'est tellement un truc qu'on pourrait plus revivre aujourd'hui. C'est-à-dire, Le match d'impro gros contre maigre? convaincu que oui. Convaincu qu'en le disant, des gens vont le refaire. C'est génial comme concept. C'est génial. Génial. C'est super. Il y a beaucoup d'acceptation. En plus, je crois que en 2020, l'acceptation des gros, les différences Oui, mais corporelles, justement, il le- faudrait comme mixer les équipes aujourd'hui, je pense. Ah, je trouve ça... Moi, je trouve ça... Ce que j'aime dans tout ça, c'est que les minces soient humiliés. Ouais. C'est magnifique. Comme tu l'as dit toi-même, c'est le renversement des rôles. C'est la vengeance. La vengeance des Ouais, personnes non, il y a grosses. quelque chose de... En plus, à l'âge de 18-19 ans, où tout ton secondaire, tu t'es fait sentir. Il y avait clairement une espèce de... Puis l'impro peut servir à ça aussi, à une espèce de... Parce que, tu sais, moi, ce que je trouve beau en impro aussi, c'est que c'est souvent des outcasts qui font de l'impro. C'est souvent, justement, des gens avec des physiques un peu plus ingrats, des drôles de faces, ou des esprits un peu qui frôlent l'autisme. Tu sais, c'est des gens qui... Il n'y a pas de Marie-Pierre Morin en impro. Il y en a peu. Il y a des belles filles qui font de l'impro. Pas mais- des belles filles, mais des belles filles qu'on voit dans les magazines, Non. des types de... Souvent, non. Tu sais, c'est souvent des marginaux, des outsiders, autant physiquement que mentalement, des gens qui... Des geeks, Bref, puis là, on se rassemble tout ça sous le couvert de la créativité, puis l'impro permet d'incarner d'autres choses. Puis c'est ça qui est le fun aussi dans le jeu de l'impro, c'est que tu sors de ton corps. C'est qu'à un moment donné, moi, je suis plus Arnaud, le grand meg, avec des boutons et des espèces de dreads involontaires. Je suis Arnaud, le prof de tango. Et ça, d'ailleurs, j'ai repensé à ça pendant la polémique slave, il y a une couple d'années, là, par rapport à l'appropriation culturelle. Et là, je repensais à tous les accents inacceptables que j'ai faits en impro. Mais, tu sais, je pense que, faut le prendre avec... On revient à ce que tu disais tantôt. Vu que c'est pas filmé et vu que ça reste entre nous, Complètement. on peut y aller. Ah oui, non. C'est ce qui est Puis, génial. Moi, c'est ce que j'aime des... je suis pas en train d'attaquer ces moments-là, mais je fais juste, avec l'œil d'aujourd'hui, Je leur ferais pas, mettons... je suis pas sûr que ça passerait autant. Parce que ça vient aussi, l'impro vient aussi avec son lot de préjugés. Là. Tu sais, naturellement, tu fais le petit Mexicain, ben,
il y a des bonnes chances que tu dises Oui, ça. caramba. Ouais, tu dis bonjour, je travaille fort et je suis proche de mes enfants. Là. Ouais. C'est pas ça que tu Il adore le gambling. T'avais-tu des rivaux en impro? Oui. Mais moi, j'étais. Non, mais moi, j'étais. Tu sais, je vais pas me vanter ou rien, mais tu sais, j'étais pas mal l'un des meilleurs. Bien sûr, moi, t'sais, c'est comme ça qu'on me présentait. Du moins au cégep. Hey, en là. passant, lui, c'est le meilleur joueur à Montréal. C'est comme ça qu'on. Ben, je pense pas, mais tu sais, en tout cas, j'étais. Mais. Fait qu'au cégep, j'étais très fort, puis j'ai appris après ça qu'il y a des gens qui m'haïssaient. Moi, j'étais quand même. Tu sais, socialement, j'étais cool avec les gens, avec tout le monde, tu sais, puis j'étais quelqu'un qui aimait hang out en dehors de l'impro avec les gens d'impro parce que j'ai toujours trouvé que c'était des personnalités, tu sais, des gens rapides, quick, extrêmement drôles, charismatiques. C'est le fun, avec du monde d'impro, sont bien dans leur corps, puis il y a Puis, des puis dans becs. plein de domaines, tu sais, je vais te donner un exemple. Moi, 3 des gars de Dead Obies faisaient de l'impro avec moi au cégep, c'était mes meilleurs amis, tu sais, puis on freestylait, on niaisait dans la ruelle en fumant des battes, justement, puis là, tu sais, eux sont devenus des estimes musiciens. Oui. Moi, j'ai pas fait ça, mais toujours est-il que si les gens d'impro, c'est des gens créatifs, ça m'a toujours amusé, mais j'ai appris après ça qu'il y avait des gens qui m'aimaient pas parce que j'étais un peu cocky quand même. Là. Cool, non? Faut se le dire, ouais, j'étais quand même cocky. Fait que j'avais une attitude. Moi, j'ai jamais dit lui, c'est mon ennemi en impro. Il y a des joueurs que j'aimais moins, comme humain ou comme joueur. Mais, Puis t'es un gars de 19 ans, là, aussi. mais c'est puis- des fois aussi, t'aurais pas dû gagner joueur du tournoi à Lionel Gros parce que. Whatever. Fait que, tu sais, des fois, il y a des rancunes de. mais tu sais, Ça, c'est super. Ça, c'est super. Est-ce que tu Évidemment. joues en même temps que Mehdi? Oui, ma dernière année d'impro au cégep, c'était l'année recrue de Mehdi. Et il était bon, Mehdi, mais il était dans une équipe. C'était pas la meilleure édition du même. D'ailleurs, cette année-là, on les avait battus 12-0 Yeah! à la maison. Puis je pense qu'il y en a qui en parlent encore de cette ce fameux blanchissage. Mais Mehdi était très bon, tu voyais, mais il était pas dans une équipe super bien entourée pour une année recrue. Mais tu le vois tout de suite, les gens qui ont un potentiel, une rapidité d'esprit. Mais j'ai pas joué. Tu vois, moi, des gens que tu pourrais connaître, j'ai joué en même temps que Phil Roy. Wow. Moi, pour l'avoir, j'ai fait l'école nationale de l'humour, on a des cours d'impro, là. Puis le roi en impro, ça va vite, là. Ouais, il est fort. Vraiment bon. Très fort. Julien Lacroix, c'était après moi. Virginie Fortin, Rich, c'était avant moi. Moi, de mon temps, ben, il y a plein de monde qui œuvrent dans des milieux connexes, là, qui sont pas nécessairement humoristes, là, mais qui travaillent en art, qui sont justement en pub, en réal. Il y en a plein. Ça serait cool de faire l'exercice de voir comme tous les gens, Sartec, UDA, qui ont fait la ligue collégiale d'impro, c'est fou. Là. Quand est-ce que tu t'es dit, ouais, le stand-up, c'est pour moi? Ça a été long, là, je te dirais. Ça fait peut-être 4-5 ans. Moi, j'avais gradué de Concordia en art visuel. J'étais barman, je faisais encore beaucoup d'impro. Est-ce que tu peignais à l'époque ou pas vraiment? Oui, je peignais. OK. J'avais un petit atelier dans le Myland qui était un squat, en fait, là, qui était un appart. Puis là, le proprio, je pense que les gens qui habitaient là, ils payaient pas. Fait que le proprio, il avait coupé l'électricité l'hiver. Fait que moi, je peignais l'hiver dans un appart pas chauffé. Avec des chaufferettes, asti que j'étais pas heureux. C'était vraiment pas une belle période de ma vie. Là. Puis. T'étais Van Gogh, là, vraiment. Ouais. Le bout tout ça allait pas bien. Ouais, j'étais littéralement Van Gogh. Sans le talent. Non, j'étais correct en peinture, mais c'était pas une passion comme l'humour me passionne. C'est tough, ça, œuvrer dans un domaine d'art qui te passionne pas? Tu parles de l'art visuel, par Ouais. exemple? Ben, Parce que t'aimes ça, mais t'es pas j'en ai besoin. Ben, je l'ai pas fait, j'ai pas percé. Puis honnêtement, percer en art visuel au Québec, c'est même pas 1 sur 100. Là. Oh. Tu sais, des gradués qui vont réussir à vivre de leur art, là, tu sais, aller dans un réseau de galeries, puis de résidences, puis d'exposer à l'extérieur du pays. Parce qu'à Montréal, t'as 4, 6, 12 galeries, mais c'est pas New York, c'est pas Toronto. Tu sais. Vivre de ton art, je connais peu de gens qui le font, puis c'est pas comme s'il manquait de talent. Là, tu sais. Comme des jeunes humoristes me disent que je fais l'école nationale de l'humour, puis j'ai peur parce que souvent, c'est juste 50% des gradués qui font ça dans la vie. 50? Je Ouais. te trouve généreux. Ben, tu peux, mettons, faire ça pendant 5-10 ans ou... Il me semble 50, c'est généreux, mais Ah, mettons 30, mettons. Mais 30, c'est beaucoup mieux que les autres écoles d'art. là. c'est Les sûr autres que la plupart des EP, mettons, des techniques, c'est pas mal sûr que tu travailles, là. C'est vrai. C'est dans le sens... C'est ça qui est drôle, c'est qu'il y a des jobs, c'est que tu fais... Ben, on a besoin d'infirmières. Fait que fais ton cours, c'est sûr que tu vas travailler. C'est vrai. À moins que tu tues quelqu'un, là, ou que Oui. Encore là. t'enfreignes encore, le là. code déontologique.
En humour, personne fait « OK, guys, il manque vraiment de jokes dans notre société. Est-ce qu'on pourrait vite nous amener 16 nouveaux jeunes qui seront pas bons au début, évidemment. » Ça, c'est fucké quand même. Mais j'ai toujours été obsédé par l'humour. Tu sais, puis l'impro, c'est ça, là, c'est trouver la formule du rire, puis essayer de remettre toujours, questionner toujours la blague, puis comment être drôle. Tu sais, fait que ça a été une passion assez jeune dans ma vie, mais je sais pas, je pensais pas que c'était un métier valable. Et là, je suis tombé sur En route vers mon premier gala. Peut-être qu'on était rendu à l'année 2-3. Et là, j'ai commencé à écouter ça, puis là, ça m'a vraiment... Je les écoutais sur Illico, là. Mm-hmm. Là, j'étais comme obsédé. Là. Tu sais, l'année, je pense que c'était peut-être l'année 2 ou 3 où est-ce que Yannick de Martineau il a gagné. Oui. Puis après ça, l'année d'après, c'était comme François Bellefeuille. Puis là, les Picbois aussi sont rentrés là-dedans. Puis il y a bien des gens que j'ai découverts à travers En route. Mais encore là, j'allais pas voir de soirée parce que, j'étais à peine majeur, puis il n'y en avait pas de soirée. Il y avait le Saint-Cyboire, je pense. Je suis allé voir une fois. Mais je suivais ça là. Puis je commençais à regarder sur YouTube des numéros d'humour. Puis là, OK, tu découvres les Américains, là, tu sais, les Kaufman, puis les... Puis là, on dirait que c'était un monde qui s'ouvrait à moi, là. Je commençais à écouter de l'humour. Puis là, quand c'est mes amis d'impro qui ont commencé à faire de l'humour, des Rich, Virginie, Phil Roy, Mehdi, Julien Lacroix, là, j'ai fait, oh mon Dieu, OK, là, OK, c'est possible de faire ça. Puis là, ça s'est mis à vraiment me travailler. Puis là, j'ai commencé à écrire des jokes dans un petit cahier, mais j'en parlais pas, tu sais. J'étais comme, ouais, j'étais comme, j'écris des jokes. Pendant tout un été, puis là, j'ai dit à ma blonde, à un moment donné, je vais m'inscrire au cours à l'école de l'humour de soir, tu sais. Puis je vais rentrer, je vais arrêter de payer l'atelier, là. Je suis pas bien, je vais rentrer mes peintures, puis elle était comme, ouais, parfait, tu sais, comme, go. T'as la grippe, puis t'es peintre. Ouais, c'est ça. En 2011. Tu sais, le pire, c'est que j'arrivais à vendre un peu de toile, tu sais, j'étais vraiment félicitations. pas... Tu sais, j'étais vraiment pas... Comme, c'était pas catastrophique, mais j'étais pas bien, là, tu sais. Clairement, je me voyais pas dans 5-10 ans, là, faire ça. Fait que je me suis inscrit à l'automne, je sais pas, 2016, I guess. 2015, whatever. À l'école d'humour de soir, cours d'écriture, avec Luc Boily. Et là, j'ai mis tout mon sérieux là-dedans, là, tu sais. Genre, je travaillais des 20 heures par jour pour faire mes devoirs de procédés humoristiques. Ah, super. J'étais comme, OK, on fait ça. Puis là, j'ai animé au Major Tom rapidement. J'ai parti une soirée là. OK, tu y vas jusqu'au bout, là. Ta première fois sur scène, c'est où, c'est quand? C'est une soirée que Rich Zephyr animait à une mensuelle au Divan Orange, Feu Divan Orange, qui est une salle de musique mythique sur Saint-Laurent puis Rachel. Puis Rich faisait une soirée là au mois, premier dimanche du mois, genre. Puis le concept, c'était comme musique et stand-up à thème musical. Alternatif un peu, là. C'est pas juste « Hey, salut, comment ça va? » là. Non, ben, je te dis ça, je le comprends pas très bien encore, le concept, mais tu sais... Mais bon. Et il m'invite là, puis je dis « OK, tu sais, pas mal d'avance. » Je dis « OK, je pense que je vais avoir assez de jokes. » Puis à l'époque, j'écrivais des liners vraiment absurdes. Fait que... puis je me rappelle, cette fin de semaine-là, je coachais un tournoi d'impro. Une des dernières fois que j'ai couché dans un cégep, justement, à Sainte-Thérèse. Puis là, j'étais nerveux. Là, le dimanche, là, je m'en allais à Montréal. Puis là, je rentrais. Puis tu sais, une fin de tournoi d'impro, t'as une fatigue qui est bien bizarre. Là. T'es brûlé. Là, t'as fait et ou vu trop de sketchs. T'as vraiment trop bu. T'as mal dormi. Fait que là, j'étais comme... Il y a toujours une espèce de déprime qui vient à la fin d'un tournoi d'impro. Même comme coach. Puis là, je m'en allais faire de l'humour. J'étais terrorisé. Il faisait pas beau. Je me demandais même si la soirée elle est annulée. Là, il pleuvait. Là, une genre de soirée de printemps. Là. Puis je me pointe là, il y a comme vingtaine de personnes dans la salle. Puis j'ouvre le show, évidemment. C'était nouveau, c'est comme ça. Ouais. Puis ça n'a pas été trop mal. Ah, félicitations! J'ai réussi à faire mes lignes. Puis j'ai eu des rires. Ce qui est gigant, juste faire ton plein initial, ta première fois, c'est génial. Déjà, ta première fois en impro, t'as même pas réussi à parler. Fait que t'as réussi à parler la première fois en stand-up, c'est bon, là. C'était vraiment des jokes weird. Mais tu commences. Comme quoi, est-ce que tu te rappelles un peu? Ah ouais, j'ouvrais avec la joke suivante. J'aime beaucoup le Roi Lion. Oui. Je m'identifie beaucoup au personnage de Simba parce que j'aime la nature. J'ai un perroquet. Puis mon oncle a tué mon père. C'est une bonne joke! C'est correct. C'est une bonne première joke, une règle de trois. That's it. C'est correct. C'est surprenant. Ben oui. Mais c'est weird. Tu sais, c'est comme... Pourquoi tu me dis ça? Mais tu sais,
je m'inspirais un peu de, tu sais, j'aimais beaucoup Anthony Jeselnik, là, tu sais, qui fait des liners dark. Ou, ben bref. Puis il y a une couple, je pense qu'il y a peut-être même des jokes là-dedans que j'ai fait longtemps, là, tu sais. C'était souvent comme dark ou sexuel parce que j'avais compris en regardant un peu dans les bars que souvent t'allais chercher des réactions, tu sais. Mais il y avait... Moi, je suis toujours là-dedans. Moi. Non, mais tu sais, puis moi, je le suis encore de temps en temps, là, mais là, c'était comme systématique qu'il y avait une joke soit de violence, soit de sexe ou tout ça. Fait que j'ai fait mon set, ça a été correct. Mais j'ai aimé ça. T'sais, assez pour me dire, OK, il faut que j'y retourne. Puis je retravaille, là, puis je m'étais enregistré. Puis là, j'étais comme, OK, ce gag-là, il marche pas. Ou ça. Okay, puis ça, c'était rigueur, mais ça, bon. c'était pendant que je prenais mon cours de soir. Ah non, je venais de sortir de mon cours de soir. Ah, je sais pas. Peu importe. Non, c'était sûrement pendant. Ah, je sais plus. Mais ça, c'est en tout cas, c'est la première fois que je suis embarqué sur scène. Et après ça, ben, j'ai commencé à jouer dans des petites soirées, là, tu sais, jockey, la soirée au Barachiko. Puis là, j'ai animé rapidement au Major Tom ma propre soirée. Yeah! Puis j'ai jamais arrêté. Yeah! That's it. Et comment t'as commencé à faire des trucs sur Internet? Quand est-ce que tu t'es dit, moi, il y a de quoi Ben, faire? ça, c'est avant l'humour que je faisais des trucs. Mon premier vidéo web, j'étais au cégep. Il y avait mon ami Francis William Réaume, qui est un créateur extraordinaire, Il est magnifique. qui a parti une page qui s'appelait Les Zinzins du web. Et ça, c'était comme juste des parodies de webcam, puis des personnages qui jouaient un petit peu avec les codes du web de l'époque. Puis Virginie Fortin faisait un personnage là-dessus aussi. Alexandre Landry, là, qui est un comédien super réputé, il faisait des tutoriels de guitare, mais il les a tous retirés à un moment donné. Mais c'était hilarant. Puis j'ai dit à Francis, « Hey, je pourrais-tu faire un personnage là-dessus? » Il dit « Ouais, pas de problème. » Il me donne les passwords de la chaîne YouTube. Puis là, je me fais un personnage. C'est un gars avec une fausse moustache, une perruque noire, des grosses lunettes, une robe de chambre verte. Puis il faisait un tutoriel comment faire un coin-coin. Puis c'était une vidéo de 4 minutes 30. J'ai checké, elle est encore en ligne. Puis il y a 0 gag. C'est juste comme... C'est un... vous pliez la feuille, hein, comme ça. Et il explique comment faire un coin-coin. Il n'y a pas de joke. Puis c'est ça. J'ai aucune crise d'idée pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai juste lancé ça dans le web. Évidemment, il y a genre 6 views sur cette vidéo-là. Qui est tant mieux. Là, j'étais comme, c'était le fun. Puis là, j'ai pensé, je pourrais faire un faux band. Puis là, j'ai, avec mon ami Julien Charbonneau, qui est un graphiste hors pair, et un bon ami à moi, puis j'ai dit, viens chez nous, j'ai une idée. Puis là, lui, c'est un musicien aussi. Puis là, la prémisse de ce faux band-là, ça s'appelait Jaune Orage. Et c'est comme un duo de musique engagée qui avait pas été pris à Cégep en spectacle. Puis ils disaient que c'est parce que leur discours dérangeait trop, puis qu'ils étaient censurés par les institutions. Alors que clairement, ils étaient juste trop mauvais. Fait que moi, il y a 2 ans. Ouais, genre toi, il y a 2 ans. Fait que, puis ce qui était drôle quand on a sorti cette vidéo-là, c'est qu'il y a du monde qui croyait que c'était vrai. Tu sais, ça avait comme spiné un peu sur YouTube. Super. Les gens étaient comme, vous êtes pas bons, les gars. Puis c'était ça le but. Moi, je voulais juste Ils sont faire sur un votre stunt. jeu? Ouais, c'était bon. Puis, tu sais, le texte, c'était n'importe quoi. Fait que ça a marché. Fait qu'on a commencé à faire plein de vidéos de Jaune Orage jusqu'à ce qu'on fasse des shows au Quai des Brumes sold out, puis qu'on passe à radio. Puis là, tu sais, à un moment donné, il y a comme eu un vrai buzz avec Jaune Orage, puis qu'on fasse du merch. J'avais aucune idée que t'avais fait ça. Ouais, fait que ça, c'est comme mon premier projet web. On a une dizaine de clips en ligne, Jaune Orage. C'est tout encore là, allez voir, c'est semi-drôle. On a fait aussi une fausse ligue de rap battle qui s'appelait les Keb Battle, qu'on tournait chez nous dans le Centre-Sud. C'est Rich qui animait. Et Rich a d'ailleurs gardé, Richardson Zephyr, son personnage d'Ibu Prophète en stand-up. Donc, c'était l'animateur des rap battles. Fait qu'encore là, l'idée, c'était de faire une fausse ligue que les gens pensent que c'est vrai. Puis encore là, on se faisait insulter par tout le monde. Ah, génial. Fait que j'aimais beaucoup l'idée d'aller troller le web. Chose que j'essaie de faire encore dans ma pratique là, aujourd'hui. Fait que tout ça, c'était comme au cégep. Ou un petit peu après. Fait que 2009, 2008, 2009, 2010, 2011. Plus 2009, en tout cas, dans ces années-là. Puis après ça, j'ai commencé à faire des petites vidéos sur mon Facebook, genre de flûte nasale. Justement, ça a commencé ça sur mon Facebook perso. Ça a explosé. Ouais, mais bien avant que ça explose, là, j'en faisais juste pour faire rire mes quelques mille amis Facebook. Là, Puis, J'ai toujours dit, ceux qui disent que c'est facile, ben, pour le faire, il faut savoir jouer de la flûte au départ. personne ne dit que c'est facile.
Les gens disent que c'est laid. Les gens disent pas que c'est facile. C'est vrai que c'est vrai, c'est difficile, c'est vrai, c'est vrai. Il y a du monde niaiseux, par contre. Il y a du monde qui... Dans la vie? Dans la vie, il y a du monde très niaiseux. Ouais, je te confirme. Et puis ça a explosé quand? Ça a commencé quand? T'as-tu un moment où t'as fait ça, puis t'as pris ton téléphone, t'as fait, ben voyons. Oui, il y a des vidéos qui ont eu des succès. Il y a une de mes vidéos de flûte nasale, alors que là, je commençais à faire de l'humour, que j'avais posté. Puis il y a un site français qui s'appelait Minute Buzz, qui est comme BuzzFeed, mais français, qui m'ont dit « Hey, c'est drôle, c'est moi qui faisais Toxic de Britney Spears à la flûte nasale. » En genre de top sport dans ma cuisine, puis il y a genre des couteaux. Excuse-moi, j'aurais pas de raté dans ma gueule, comme un vieux monsieur. Il y avait des couteaux d'accrocher sur le mur, puis c'est juste vraiment weird comme planche dans ma cuisine, puis je joue de la flûte, puis je danse sur Toxic. Puis le site français m'a dit « Hey, est-ce qu'on peut le share ou le réuploader sur notre page? On trouve ça drôle, en te créditant. » J'étais comme « Ben oui. » Puis ça a été vu comme 1 million de fois dans une journée, là, puis j'étais comme « OK, il y a un marché pour la flûte nasale. » Mais surtout que ça peut buzzer n'importe où parce qu'il n'y a pas de mots. C'est comme instrumental. Alors en Nouvelle-Zélande, ça marche. Ouais, ça marche. Puis après ça, c'est Despacito qui a vraiment, vraiment spiné aussi. Là, c'est des centaines de milliers de vues sur plein de plateformes. Là, puis ça aussi, ça a été repris par des pages. Fait quoi, il y a eu des petits succès comme ça. Des gros succès quand même inespérés. Mais après ça, ça se traduit pas nécessairement en gens qui viennent me voir sur scène, là, c'est juste que oui, là, je pense que moi ça a été plus sur le je sortais une vidéo par semaine pendant 2-3 ans, là, fait que j'ai fait un paquet d'affaires plus ou moins drôles, mais j'avais quand même une assiduité sur le web, puis ça a fait que oui, j'ai comme élargi un fanbase qui venait me voir animer mes soirées d'humour, puis là ils revenaient, puis ils me suivaient sur le web, ça. C'était comme une espèce de mix de... Ce qui est le fun avec toi, c'est si on veut juste te suivre pour une niaiserie que tu fais sur Internet, sur scène, t'es vraiment, vraiment, vraiment fort. Fait qu'on reste avec ça. Ben, ouais, c'est cool, ça. Puis c'est deux trucs différents. C'est ce que j'aime. Complètement, ouais. C'est pas répétitif. Là, mon travail, entre guillemets, là, je lance mon one-man show. Je suis en rodage, là, puis c'est comme de dire aux gens qui me suivent sur le web, sur toutes mes plateformes. J'ai plus que 100 000 personnes qui me suivent sur mes différentes plateformes. Facebook, Instagram et depuis quelques jours, TikTok. Let's go! Et c'est que ces gens-là comprennent que je fais de l'humour sur scène aussi, parce qu'il y a même des gens qui savent même pas. C'est un peu pour ça que j'ai appelé mon show stand-up aussi, c'était pour dire « Hey, by the way, je fais du stand-up, tu sais. Viens pas me voir sur scène en pensant que je vais faire des jeux de mots, puis des tunes, puis de la flûte nasale pendant 1 heure. Je fais du stand-up, là. C'est ça. Tu fais jamais de jeu de mots sur scène, pratiquement. J'en ai comme 2 dans mon show, puis j'ai une espèce de semi-clap de « Oh! » Parce que c'est ça que ça fait des jeux de mots sur scène. C'est genre « Ah! » Tu sais, t'acceptes que c'est pas bon, là. Ouais. Est-ce que des fois, t'as été confronté à ça, des gens qui croyaient que t'allais vers des personnages ou pas du tout? Ben, je sais pas. Tu sais, peut-être des fois, on m'a souvent dit après les shows, « Hey, ça m'a surpris, je pensais pas que c'était ça que tu faisais, mais ça reste agréablement surpris. » Mais tu sais, il y a jamais un heckler pendant un bit qui m'a dit, tu sais, « Fais ton personnage de Jordan! » Tu sais, ta gueule. Tu sais, je pense que mon set est assez bon que tu m'écoutes faire du stand-up puis tu me suis, là, tu sais, dans le sens où... T'es vraiment bon pour raconter, en tout cas. Ben, merci. Quand tu racontes des histoires, comment tu joues les personnages, t'es vraiment, vraiment, vraiment fort. Thanks. Moi, J'aime j'adore ça. J'adore ça. J'adore t'écouter Ouais. quand il y a une situation puis tu peux jouer. Placer mes trucs. Ah, j'adore Ouais, ça. je Moi, m'amuse la à mise en faire ça. scène, là. C'est mon côté impro, je pense, justement, de acter. Tu sais, en impro, ben, tu personnifies. Puis, tu sais, en stand-up, dans un stand-up pur, ben, t'es toi, mais tu sais, t'es toi. Personnage de scène, mais tu t'analyses, tu racontes ce qui se passe autour, mais tu sais, j'aime rentrer un petit peu dans l'anecdote, dans le récit, parce que là, t'es plus dans l'émotion, dans le moment, puis tu peux vraiment comme poser tes personnages. Puis, ouais. Ah, ça, c'est super. C'est ce que j'aime le plus chez toi. Merci. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool quand tu nous fais une fresque, là. J'adore ça. Thanks. C'est vraiment, vraiment, vraiment réussi. Comment ça se passe, toi, le stand-up? Moi? À chaque fois que je te vois, t'es meilleur. Mais c'est gentil! Ouais, t'es vraiment c'est bon. très gentil. Ça fait 2 Merci. ans, là, quasiment. Ça fait officiellement... Je dis que ça fait 2 ans. Ouais. C'est plutôt vrai. Mais je l'avais fait avant. Oui, bien sûr. ça Mais fait que 2 tu te lances, là, comme... Ça fait 2 ans que je fais ça sérieusement. Ouais. Ouais. Après, C'est hot. curieusement, j'ai commencé à faire du stand-up le lendemain que j'ai rencontré ma blonde. Ah ouais? C'était aux Oliviers.
Ben, c'était aux Oliviers le lendemain. JC Surette m'a demandé de jouer à sa soirée d'humour parce que tout le monde était le lendemain de veille. Ah, Et j'ai le lundi au Benelux. exactement That's it. à Verdun. Et quand je jouais, la première fois, les premiers mois où je jouais, je mettais le mic sur le mic stand. Ouais. Parce que moi, je suis Yvon Deschamps. Ouais, je Je sais. le prenais comme ça. Et j'avais une courbe dans le dos. Puis là, je faisais toutes mes blagues sexuelles en tremblant. Ouais. Puis en enlevant ma sueur. Personne riait. Et à chacun, Parce qu'il avait peur que vraiment tu les attaques. voilà. Et je me suis dit, après 2 mois, je me suis dit, je m'améliore, j'ai plus mal au dos. Parce qu'après chaque performance, j'avais mal dans le dos. T'étais trop arqué. T'étais... Ouais. C'est J'étais trop stressant. nerveux aussi, mon dos Ah ouais. restait C'est- coincé. C'est stressant. Fait que, Mais t'es ouais. bon. Ben, c'est Je gentil. te trouve beau à avoir. L'animation, ça aide, je pense, beaucoup à se développer. C'est gigantesque. C'est fou, hein? C'est Parce gigantesque. que t'écris toutes les semaines, tu pognes vraiment ton personnage de scène parce que t'es là avec le public, puis il y a tellement de moments où est-ce que faut juste que tu sois là. Puis je trouve que c'est un sentiment d'urgence un peu, puis de survie que ton vrai toi comique émerge. Tu sais, vraiment, c'est quoi ton... Tu sais, on a tout un clown différent, là, qui doit rentrer en symbiose avec notre corps puis notre esprit, tu sais. Puis ce qu'on veut. Parce qu'on veut, Ce qu'on veut ce qu'on exposer veut aussi. exposer, mais tu sais, il y a une équation logique entre ce que tu dégages physiquement puis ce que tu dis. Puis toi, tu peux pas dire le texte de Jay du Temple, puis moi, je peux pas dire le texte de Kat Levac. Parce que ça serait weird que je dis que je suis Faut une dire ça à lesbienne. Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, il peut dire n'importe quoi, mais moi, je peux pas dire que je suis une lesbienne ontarienne. Tu sais, je peux pas... Non, mais là, c'est poussé, mais il faut vraiment trouver son propos qui va avec ton énergie, qui va avec ton physique, qui va avec ton... Faut que je le raconte. Une fois, Catherine, quand elle a commencé à roder son gala, où elle a fait après qu'elle était Ouais. son coming out, il y a une humoriste seule qui est venue la voir, gay, qui a fait « Ah non, maintenant que tu fais des jokes gays que je pourrais plus les faire. » Puis elle l'a regardé, puis elle a fait « Ah, ben tu feras des jokes sur le fait que t'es franco-ontarienne. » Puis elle est juste partie. Et c'est là que je me suis dit, c'est pour ça que Catherine est exceptionnelle. Incroyable. En passant, chose à savoir sur Catherine, super délicate, super douce, cherche-la pour voir. Je Ah suis ouais, fait hein? quelque chose de... Ouais, essaie de faire un commentaire weird de Catherine. Elle va Incapable. répondre. Oh! Je l'adore. On la salue, Catherine. était Une bonne amie. Oui. Moi, c'est l'inverse que ce que j'aime de l'animation, c'est que ça te détend. Tu fais tellement de scènes, t'es tellement obligé que ça m'a détendu, ça a enlevé mon Ouais, je tract. comprends. Et en enlevant le tract, ça sort le qui tu es vraiment. Oui, et c'est qui ça, tu- naturellement, mais c'est parce que t'es moins aussi... Tu peux pas être... Si t'animes, là, mettons que tu fais 30 minutes de stage time par animation en tout, là, avec tous tes entre-numéros, retour de pause, début, mettons que tu t'es 30 minutes sur scène, ce qui est beaucoup, là, ce qui est comme un headline. Puis tu fais ça, mettons, 30... tu sais, dans ton mois, tu fais 2 heures de nouveau matériel, ça veut dire, là. Ça peut pas être des killers tout le temps. Fait qu'il faut que tu arrives à être bien sur scène, à être charismatique, à avoir du fun, surtout juste transmettre. Toi, t'es un gars de bonne humeur, over de bonne humeur. Tu sais, t'es content. Non, mais tu sais, t'es Ah oui, bien content. sûr, bien t'es sûr. co- Oui. Tu sais, t'es content Ah oui, d'être oui. là. J'étais un géo. J'étais un géo. T'es un géo. J'étais un géo. man. Le pire géo, mais t'es un géo. Le meilleur géo. Le meilleur géo, man. C'est clair. Thomas Levac, tu serais le pire géo. Tu dirais, Gisèle, va parler à tes parents. Tu sais, Non, je dirais à tout le monde, je dirais, on est dans le sud, un orgasme, on regarde pas qui le donne. c'ti. Fait que là, faut apprendre qu'un casse, c'est un casse, boire. Ça passe pas. Ça passe, faut dire ça. Ça, tu te peux appeler par ton boss la minute que tu dis ça. Ouais, puis là, je dis à mon boss, faut que ces gens-là, ils apprennent. Faut que ces gens-là, ils apprennent. Ils sont jamais fait dire ça. Il y a une Ah. raison. Non, il faut qu'ils se libèrent, Calis. Mais moi, Et là, je reviendrai dans moi, je paierais cher pour t'avoir. Je pense que tu paierais cher pour m'avoir 20 minutes, ensuite de revenir dans un avion. Ouais, c'est ça. Wow. Guillaume Magnan m'a déjà dit, Thomas, toi, t'es comme un shot. Ça te rentre dedans, ça fait puis après, tu veux plus en prendre. Mais il y en a qui En veulent. blague, il m'a pas dit ça sérieusement, Non, je on tourne un café en passe. Non, Ouais, c'était j'y ai pensé puis t'es vraiment comme un chat. blague. J'ai réfléchi à ça. Non, mais il y a des gens qui veulent en reprendre. Toi, tu bois plus, hein? Je ne bois plus depuis... non, je bois plus. Je bois plus depuis que je réalise... Oui, moi, je suis le pire buveur. Ouais, je sais. Et... Non, t'es pas le pire. Je suis pas le pire, mais c'est pas super. Ben, moi, tu m'amusais. Mais ça dépend. C'est ça, ça dépend. Moi, c'est... j'ai compris que je buvais mal quand je disais à des gens comme toi qui m'ont vu beaucoup en ébriété, qui font « Ah, cool! Ouais. » Plutôt que « Ah, t'as arrêté de boire, c'est curieux! Comment tu te sens par rapport à ça? Te sens-tu mieux? » Je vais jamais dire à quelqu'un qui arrête quelque chose
Moi, oui, tout le temps. Mais Ah sous. ouais? C'est pour ça que j'ai arrêté. Quand je suis sous, je dis au monde, fais telle affaire, ouais, fais ci. Si tu me dis j'ai arrêté de sortir de chez nous, là, je vais peut-être faire yo, ça va. Mais tu sais, arrêter de consommer, c'est parce qu'il y a une raison, là. Tu sais, moi, j'ai tellement d'addicts autour de moi, là, tu sais, que je comprends que si tu fais ce move-là, c'est parce que ça te fait du bien. Il y a jamais personne... Tu sais, si tu me dis j'essaie d'être keto, là, tu sais... reparle-moi-en dans 2 semaines, là, tu sais. Mais, tu sais, arrête de boire, go. Dans Go mon for it. cas, arrêter de boire, ça a été horrible parce que. Voici ce que j'aime de boire, c'est que tu avais une excuse d'être ignoble. Tu avais une excuse d'être une personne odieuse. Tu avais une Right. excuse de. Ben, si ma carrière va mal, c'est parce que je suis un peu alcoolique. Si Right. telle personne déteste, c'est parce que j'étais sous. Mais là, c'est juste ma faute. Puis tu réalises que t'es pas une personne si horrible. T'es une personne. C'était pas l'alcool qui te rendait horrible, t'étais Alright. horrible. Et là, tu dois régler des vrais trucs. T'as plus d'excuses. Oh, pas horrible, mais juste imparfait ou, tu sais... Des horrible. trucs que je suis mieux de régler. Ouais, je comprends. Alors ça, j'ai Tu trouvé peux ça. plus mettre ça sur la faute de la boisson. Oui, et ça, Ah. c'est extrêmement difficile. Je peux pas juste dire, ben là, j'étais sous. Non, non, il était 9h du matin, puis t'as pris 2 cafés, y a pas de raison. Tu sais, l'alcool, ça... Je trouve que ça fait juste comme exacerber les émotions des gens. Tu sais, c'est bien rare que quelqu'un qui est un monstre sous est un ange. Là, je vais utiliser les mots monstre et ange, mais quelqu'un qui est horrible sous est extraordinaire à jeun. On dirait que ça fait juste prendre quelque chose que t'as en toi puis le faire germer, tu sais. Tu sais, moi, je suis un gars, tu sais, bien joyeux sur l'alcool, mais des fois, je vais weird émotif. Mais tu sais, j'aime le monde dans la vie. L'alcool, ça vient me chercher un petit côté, là, genre on fait un grand câlin, là, tu sais. Puis des fois, c'est lourd, là. Se faire dire on fait un grand câlin, là. On se connaît pas tant, là. Arrête de boire, Arnaud. Fait que moi, c'est ce côté-là que ça va chercher de moi, de, tu sais, je deviens colleux, je deviens émotif. Ben, tu sais, il y a du monde que ils boivent puis ils ont le goût de se battre, man. Ouais, Tu sais, puis il y en a qui boivent puis ils pleurent. ouais. Puis il y en a qui boivent puis Ils veulent cruiser bien trop. ils cuisinent. Non, je connais personne qui, quand il boit, il cuisine. Ah ouais, il creuse, ou tu sais, ça va chercher quelque chose que t'as en toi, là, tu sais, mais ça le... Fait que toi, ce petit côté-là, peut-être in your face, Gigantesque authentique, pas de filtre. Ce qui est pas, c'est pas de la, ça, pour ça, c'est pas de l'authenticité. C'est rentrer, c'est être agressif. C'est pas dire aux gens, l'agressivité. c'est juste être agressif. Mais des fois, c'est un manque de filtre. Euh... C'est comme si tu voyais pas où la limite, où tu le sais, puis ça t'amuse de jouer avec. Je Voilà, sais pas, c'est ça ouais. qui est débile là-dedans. Ouais, c'est ça. c'est Moi, quand je me. C'était ça mon excuse. C'est si je comprends pas vraiment les codes Ouais. sociaux. Non, puis- non, tu comprends, mais Oh, j'y comprends. t'aimes ça, C'est les pour ça que fuck up. oui, c'est pour ça que je traverse. C'est Ouais, ça, ouais. c'est ça le jeu. Je suis Je comme, comprends. avec lui, je peux traverser. Mais ce qui est le fun de faire de la scène, c'est que tu peux transgresser ces lignes-là Ouais. sur scène, tout le temps, puis être un asshole dans ta vie. Tout à fait. C'était comment? Tu as travaillé dans un bar mythique, Ouais. La Roquette, puis un bar qui était vraiment réputé. Tu vas pas à la Roquette pour prendre 2 verres et apprendre quelque chose sur l'autre. Non. Tu vas vraiment là pour... Alors, je vais prendre un verre de Bordeaux, puis juste baisser la musique. Avez-vous du fromage? Décalisse! Je me rappelle une fois, t'étais barman, puis j'étais sous, puis j'avais dit, je t'avais collé un drink super compliqué. Puis tu vas prendre une 50, puis tu vas aimer ça. Puis t'avais raison. J'ai pris une 50, j'avais aimé ça. Ah, man. Je me faisais pas chier, là. C'était comment? C'est comment travailler dans cet environnement-là de beuverie? C'est le fun quand t'acceptes que tu vas te défoncer. OK. C'est le fun quand tu comptes pas les Jameson, que faut que tu embarques dans le train du plaisir. Si tu te bats contre, ça va être le pire moment de ta vie. Parce que c'est vraiment intense. La musique est forte. Les gens sont pas agréables. C'est vrai. Tout le monde est sous. Oui. Fucking drunk. C'est crowd. Oui, t'as plein. C'est... C'est extrêmement sexuel. Ça pue le cul. Oui. Oui. Euh... Il y a de la violence aussi parce que tu mélanges Il y a de la violence. la sexualité, Il y a des- l'alcool et des... C'est des hormones. Les gens, personne n'est là pour dire « Hey, t'as-tu vu, je suis allé au cinéma restant. » C'est comme « J'ai le goût de te zigner, puis tasse-toi, puis shooter. » Fait que c'est très raw. Tu sais, c'est une énergie de vraiment, là, tu sais, on danse, puis il y a des phéromones dans l'air, puis ça sent le swing, la dèche, puis le fort. J'aimais ça, mais il fallait vraiment que je me mette dans un minding. Tu sais, mettons, j'ai essayé de pas boire des fois, des soirs que je travaillais, puis là, j'avais le goût de littéralement frapper les gens là, tu sais, dans le nez. Là. Oui, c'est pire. Parce que les gens sont caves. Là. Bien sûr.
Et c'est aussi, en plus, à quelque part, tu dois les excuser parce que le but d'aller dans ce bar-là, c'était sortir une énergie puis une anxiété. Complètement. Le but d'être à la Roquette, c'est que tu peux agir comme nulle part ailleurs. Fait que mes meilleurs moments à la Roquette, c'est quand je buvais au même rythme que mes clients, je m'en calissais, puis je ramassais mes 2 piastres sur le comptoir en me disant que ça achevait. Puis ça achevait tout le temps parce que c'était à 3 heures, on arrête. Par contre, ce qui est difficile des bars, c'est que la plupart des gens arrêtent à 3 heures, mais il y a une poursuite après 3 heures. Ouais, mais tu sais, souvent, moi, je le compare à faire un show. Tu sais, comme si tu sors de scène, mettons que tu as fait 1 heure de show. Là. Le temps que ton adrénaline retombe, ça peut prendre 2 heures, 3 heures. Des fois, si je reviens d'un show en char de Trois-Rivières, j'arrive chez nous, je suis encore sur le high. Là. Ça a fait 2 heures que mon show est fini. Là. Fait que qu'est-ce que tu fais après ton chiffre de bar? Mais là, tu as de l'adrénaline parce que tu as travaillé tout le long. Il faut que tu comptes ta caisse. Il faut que tu fasses des maths. Des maths, quand même des maths fortes, là, tu sais, de faire des grandes colonnes de division, soustraction, calculer toutes les bouteilles, début, fin, sortir ton X de OK, on a sorti. Tu sais, c'est des grosses maths, là, il est 4 heures du mat, tu as bu 12 shots. Après ça, tout ce que tu as le goût de faire, c'est boire une coupe de bière, fumer. Tu sais, nous, on fumait des clopes en dedans, fumait une coupe de batte pour décompresser. Là, souvent, il y avait un after party, mais on allait prendre une bière chez quelqu'un, mais là, on sortait des bières du bar. On allait boire chez Chose. Puis là, ben, il était 6-7 heures du mat. Puis là, t'allais te coucher, défoncer. Puis là, le lendemain, tu travaillais au bar. Fait que tu te réveillais tard, tu mangeais mal, tu prenais un taxi, t'allais au bar. Tu sais, c'est une espèce de cercle vicieux aussi. Puis aussi, tu fais juste assez d'argent pour continuer parce que c'est payant. Là. Ouais, mais pas assez non plus pour placer. Voilà. Tu sais, Il y a des personnes qui j'ai travaillé 3 ans à la Roquette. Aujourd'hui, j'ai mon paquebot. Check mes REER, c'est quoi? L'argent du bar. Ben non. L'argent du bar, ben, tu t'achètes un T-shirt puis un burger. T'as-tu des anecdotes folles? T'as-tu déjà des débats? T'as-tu des trucs à la Roquette que... Ah, ouais. Toutes, là, tu sais, je veux dire, il y a du monde qui ont chié à terre, là. Pardon? Ah, et on a trouvé de la merde à Plus terre. réel? Ah, ouais. Ah, man, tu sais, les gens sont cinglés, là. Tu sais, il y a du monde qui sont battus, il y a eu des coups de couteau, il y a eu... Des coups de couteau? Il y a eu, Chris, on a trouvé toute la drogue que tu peux imaginer, des gens qui faussent à la table de pool, sortir du monde parce que, ben, tu sais, drogue, sexe, violence, là, je te dirais. Des gens qui pognent des estis de barque parce que la Roquette, c'est un escalier, ceux qui ont été, là, tu rentres sur un escalier vraiment étroit. Oui. Fait qu'il y a du monde qui ont calissé le camp, mon gars, là. L'hiver, là, un peu chaud, ben très chaud. Il y a des gens qui... Moi, il y a une bonne anecdote, là. Je me suis déjà engueulé avec Grand Corps Malade, le slammer français. Il était à Roquette, puis il m'achète une pinte à 4 piastres, il me paye à 15,5. Là, je leur donne une pièce, il me dit, bah, je t'ai donné 20 $. Là, je fais non, tu m'as donné 5. Là. Bah non, je t'ai donné 20. Là, je fais non. Puis là, je pense qu'il m'a sûrement envoyé promener en prose. Là, comme, le bitume est souillé de ton sang. Puis il est parti, mais c'est pas une si bonne histoire. Finalement. C'est une super histoire, au contraire. Tu t'es fait insulter par Grand Corps Malade qui voulait te voler. Qu'est-ce qui s'est passé à Roquette, man? Ben, c'est ça. C'est juste cette énergie-là, tu sais, de... c'est animal, tu sais. Aussi, ce qui est, moi, je suis coupable de ça avec toi. Là. On voulait tout le temps... Il y avait beaucoup de gens qui voulaient des verres. Ouais. Puis on voulait l'attention des barman. Ouais. Moi, plus ça avançait, plus c'était... Hey! Yo! Crier avoir ton attention comme si tu m'évitais. Comme si c'était quoi? Ben, ça, c'est normal, tu sais. Puis ce que je comprends avec le recul aussi, c'est que tu veux tout le temps, quand t'aimes l'alcool, tu veux la validité du barman. Parce que le barman, c'est celui qui te donne accès à ce que tu veux. Quand t'es dans un bar, tu rentres pas ton alcool, tu sais. C'est comme si t'étais dans un party puis il y avait un gars qui contrôlait le frigo. Puis tu devais être cool avec pour avoir accès au frigo plus rapidement. Mais tu vois, fait que tu payes un shot au barman. Le barman, c'est ton ami. Les gens se confient. Puis une autre affaire que j'ai remarqué, puis ça, c'est plus en travaillant de jour, c'est que les gens qui ont pas assez d'argent pour aller chez le psy, ils vont au bar. Fait que moi, rapidement, là, je te sors 2 pintes de blanche, puis tu m'expliques pourquoi ta mère t'est absente. Mais là, les gens, ils ont aucun filtre parce que, tu sais, ce qui est le fun chez un psy, c'est que, t'as l'impression que la personne te juge pas. Moi, je pense que j'ai une bonne écoute, tu sais, dans la vie. Puis je peux pas partir du bar. Je suis là. Je suis derrière mon fût. Je suis littéralement pris là. Fait que moi, tu me parles. Je peux pas partir. Je peux pas... Des fois, là, je peux aller couper une lime.
mais je vais revenir tout de suite. Fait que je suis un peu pris en otage des anecdotes des gens. Fait que moi, j'ai trouvé ça bien inspirant. Je m'inspirais beaucoup de toutes ces histoires-là. Écoute, à un moment donné, il y a tellement des gens fuckés à Rocket. Il y a une madame, à un moment donné, pendant la canicule, on avait une terrasse derrière. Il faisait vraiment chaud. Puis là, il y avait une couple de monde assis sur la terrasse derrière. Puis c'était le jour, là, tu sais. Puis la dame, elle s'est ouvert un melon d'eau. Puis elle s'est mise à se laver les pieds avec son melon. À se frotter elle était nu-pied, puis à se frotter les pieds avec du melon. T'es pas intervenu? Là, j'étais comme, qu'est-ce que tu fais? Ben, non. Fait que, tu sais, des gens vraiment space, écoute, des gens en psychose, un gars en rollerblade qui allait pas bien. Tout le temps en rollerblade. Il gardait ses rollerblades. Les gens, ils te parlent de leurs affaires, leurs problèmes. Aussi, t'avais des collègues aussi qui avaient aussi des problèmes et qui avaient... Oui, bien sûr. De la consommation aussi. Là, on se cachera pas que la poudre d'un bar, c'est un fléau. Là, les gens, ils font ça pour être capable de boire puis travailler en même temps, puis garder un edge. Puis c'est une drogue... accrocheuse. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, tout ça, c'est bien intense. Est-ce que je peux aller faire pipi? Oui. Désolé. Oui. On arrête. OK. Moi, je te trouvais extrêmement talentueux. Qu'est-ce que tu veux faire dans la prochaine année? Tu fais déjà de la radio, tu fais de la scène? Les trucs, je peux pas dire la prochaine année, tout ça, là, parce que je sais aucune idée. Là. Tu sais, je suis père depuis 2 mois. Là, fait que, félicitations, merci, yeah! c'est cool. J'adore. OK, parlons, qu'est-ce que t'aimes d'être père? J'aime beaucoup découvrir cet humain-là. Je la trouve magnifique. Je suis un peu vendu. Là. C'est mon ADN quand même. Là, C'est une bonne chose. Vaut mieux être vendu que, bébé, depuis une non, j'ai toujours aimé les enfants, mais je trouve ça beau de voir toutes les étapes. Le cliché que tous les parents disent, c'est ça passe trop vite. Ça passe vraiment trop vite. Oh, ouais! Ah, man, c'est fou. Là. Chaque jour, elle change. Fait que je suis comme bien touché aussi. Puis j'ai hâte de vivre. J'ai hâte d'aller chez Saint-Hubert avec elle. J'ai hâte de regarder Ghostbusters avec elle. J'ai hâte de passer l'Halloween avec elle. J'ai hâte de dessiner avec elle. J'ai tellement hâte de vivre toutes ces étapes-là. Mais en ce moment, elle commence à me sourire. Puis je suis juste sur le cul. Mais j'aime vraiment ça. C'est super énergivore, là, tu sais. Parce que, bon, c'est ça. Elle dort quand elle veut. Ce que j'aimerais faire, là, je pars en tournée avec mon stand-up. Fait que ça va prendre mon temps beaucoup. Mais pour ton énergie, tu veux faire un bon spectacle? Ouais. Je veux. Il y a un projet d'album musical, moi, qui me trotte dans la tête de plus en plus. Ah, je te le souhaite! Ouais, j'écris un peu des tunes de mon bar, là. Fait que ça, c'est sûr. Est-ce que tu sais avec qui tu veux collaborer? Parce que tu as beaucoup d'amis musiciens. Je travaille souvent avec Julien Corriveau. Oh, wow! Mais je connais plein de musiciens, éventuellement pour des collabs. Je veux pas trop le jinxer, fait que mais ça, c'est sûr que je peux pas dire dans la prochaine année, mais c'est quelque chose que je voudrais faire. J'aimerais ça réaliser aussi. Yeah! Parce que souvent, je me rends compte que, tu sais, quand je fais mes vidéos, je travaille toujours de A à Z, là, tu sais, je le conçois, je me filme, je le monte. Puis là, de plus en plus, je suis amené à travailler avec des gens. On me demande de faire des numéros, des sketchs, de reprendre mes concepts de vidéos dans des plus grandes, dans des shows, des galas, whatever. Puis c'est super cool, mais je suis comme, hey, on dirait que j'aimerais ça le réaliser parce que je finis tout le temps par passer 1 heure à expliquer. Ah non, le montage, je le veux comme ça. Je parle au réel, il faudrait que ça soit comme ça. Moi, je croyais à tort que tu faisais tout. Tu es obligé d'expliquer à des gens comment. Ben, ça dépend sur quoi, mais des fois, je me dis, tu sais, le plus simple, ça serait que je réalise mes. Puis j'aime réaliser. Pour moi, tu sais, en humour, c'est tellement important le montage, le rythme, les valeurs de plan. Le jeu, tu sais. Mais tous les grands, la majorité des grands comiques réalisent leur propre truc parce que ça ne s'explique, ça ne s'explique pas. Non, ben c'est ça. Buster Keaton ne peut pas expliquer comment il veut sa cascade. Pareil pour Woody Allen, pareil pour Charlie Chaplin. Ben, je le pense. Fait que ça, c'est un de mes rêves aussi de réaliser éventuellement un vrai show de rôle à sketch. C'est en ce moment, pas que je fais pas des vrais shows de rôle, mais tu sais, je suis amené beaucoup à chroniquer ou à collaborer dans des émissions qui existent, que c'est pas mon concept. Ça me fait plaisir de le faire. Je gagne ma vie avec ça. Je me fais découvrir. Mais j'aimerais ça éventuellement avoir un projet que j'ai écrit que je peux réaliser ou en tout cas m'impliquer vraiment créativement dans le derrière aussi. Tu as la capacité, tu as le talent, alors pourquoi pas? Merci. J'aimerais aussi retourner aux arts visuels d'une certaine manière, peut-être faire un livre, c'est avec des aquarelles, quelque chose de un petit peu dans l'humour, mais dans le dessin. Là, j'ai recommencé à dessiner parce que j'ai une nouvelle maison, puis là, je me suis installé un atelier, puis j'adore ça.
Ça me fait du bien. Très, très cool. Au départ, comment t'es tombé en amour avec l'art visuel? J'ai toujours dessiné quand j'étais jeune. J'étais un enfant quand même assez solitaire, comme j'haïssais ça, faire du sport. Fait que, mettons, l'été, au chalet, là, mes cousins, ils allaient jouer. Puis moi, j'étais comme, je vais dessiner. C'était comme une manière De passer le temps? de passer le temps. J'étais un enfant quand même, c'est ça. C'est pas nécessairement solitaire, mais bien avec mes livres. Mes parents, c'est des intellectuels finis. Mon père, il lisait des trucs sur la mythologie grecque là, quand j'étais jeune. Puis, fait que j'ai toujours aimé les livres, les dessins. Puis je pense qu'il y a quand même une grosse sensibilité d'art visuel dans ma famille. Là, mes grands-parents collectionnent l'art. Puis chez nous, il y avait beaucoup de tableaux. Puis ça m'a toujours intéressé. J'allais au musée quand j'étais jeune avec mes parents. Fait que, je sais pas, une sensibilité qui vient peut-être de là. Puis c'est ça, je me valorisais là-dedans. Ça me fascine, ça. C'est comment naître dans une famille d'artistes. Parce que moi, mon père, il est zo-artiste. Mm-hmm. Fait qu'il est juste impressionné. Wow! Ah, quoi, t'es allé à Québec faire un show? Wow! Je me compare jamais à mon père par rapport à mon art. Je peux avoir un sentiment de supériorité par rapport à lui. Ce qui est tellement cool de se sentir supérieur à son père. Bref. Comment c'est, toi, avoir des parents j'ai pas de accomplis? Je peux pas dire parce que je suis né dans une famille, si j'ai pas vécu une enfance dans une famille non artiste, puis j'ai juste vécu ça. Par contre, ce que je peux dire, c'est que très jeune, moi, j'ai compris que c'était une chose, vivre de l'art. Parce que l'idée de l'art dans la société, ça peut être bien abstrait pour des gens. Puis là, moi, c'est de la musique classique, c'est encore plus niché quand même que de l'humour. Où, je suis entouré de danseurs, puis de musiciens classiques. Puis, c'est un milieu qui est quand même assez abstrait quand tu y penses. Oui. Là, donc moi, jeune, pour moi, ça faisait du sens que tu pouvais gagner ta vie comme ça, que la beauté, l'art, c'est une espèce de forme de beauté, là, était nécessaire à la vie. Donc, je pense que ça m'a donné cette ouverture-là de comprendre ça. Après ça, les artistes sont souvent des gens qui ont une certaine ouverture, mais pas tous, là, je ne vais pas tomber dans le cliché que tous les artistes sont des gauchistes ou quoi que ce soit, mais une espèce d'ouverture, de curiosité sur les arts, en tout cas. Fait que moi, très jeune, j'ai été exposé à de la marionnette, à du théâtre, mes parents ils nous amenaient à l'ONF, des courts-métrages, de l'animation. On était très, très, très stimulés créativement. Mon père, pour lui, c'était bien important l'éducation, donc la lecture, l'école. Fait que moi, ça a été ça l'impact. C'est sûr qu'avec du recul, des fois, j'en veux à mes parents de ne pas m'avoir jamais appris à nager. Là, Chris, j'ai appris à 9 ans, là, tabarnak. Là. Parce que le père de mon ami m'a dit, tu sais pas nager, tabarnak, viens-t'en dans l'eau, je vais te montrer. Là, Parce que moi, mes parents, c'était pas ça. Je viens d'apprendre à patiner. Là, j'ai fait du vélo. J'étais grand. Là. J'étais comme, Fait que, tu sais, j'aurais aimé ça des fois avoir des parents normaux, je vais mettre des guillemets, qui mais bon. Ce qu'on appelle des parents 9 à 5. Ouais, mais tu sais, qui font, ben là, on va apprendre à faire du vélo. Je leur en veux pas de rien, mais non. Mais, fait que, être élevé dans un milieu d'artistes, I guess que ça m'a donné peut-être cette sensibilité-là. Puis... Aucune compétition? Entre eux? Ou moi versus eux? Toi, par rapport à eux? Non, parce que je fais pas de musique classique. Puis rapidement, j'ai balayé cette idée-là de ma vie parce que je me voyais pas faire ça du tout. Brillant. Même si tout le monde fait ça dans ma famille. Et très tôt, la question, est-ce qu'ils voulaient que tu fasses ça ou pas du tout? Non, il était ouvert. Il n'a jamais été question. Ben, c'est sûr qu'ils m'ont mis dans une école de musique. J'allais au camp musical tous les étés. Je baignais dans la musique. Il y a de la musique qui jouait chez nous 24/24. Je savais lire la musique pas mal en même temps que je savais lire les mots. Wow! Tu sais, je veux dire... Fait que la musique était omniprésente dans ma vie, mais jamais ils m'ont dit, bon, ben là, faudrait que tu fasses ça. Tu sais, j'ai jamais eu cette pression-là. C'est super! Parce que dans les pas dans les médias, mais dans la littérature et dans le cinéma et dans Mais en fait, on fait souvent le métier de nos parents parce qu'un enfant, tes parents, c'est ton modèle numéro 1 pendant généralement tes 10 premières années de vie. Là. C'est des gens que généralement t'admires ou tu magnifies d'une certaine manière parce que... Puis le chemin est tracé. Ouais, là, je sais comment devenir avocat. Tu fais ci, tu fais ça. Les deux font ça. Tu as déjà les contacts, tu as le réseau. C'est tout ce que tu connais, entre guillemets. C'est pas pour rien que souvent, les gens sont cordonniers de père en fils. C'est parce que c'est plus simple. Marcher dans les pas de tes parents, c'est plus simple.
Mais après ça, il y a des gens aussi qui veulent casser ça, tu sais, qui se rebellent un peu de leur famille puis qui vont chercher un truc super loin. Moi, ça me stressait la musique, puis ça me stressait jouer en solo. C'est pas comme ça que je me valorisais, tu sais. Je l'ai compris jeune, tu sais. Je l'ai compris justement au secondaire, là, je jouais de la flûte traversière. Puis j'étais comme, man, ça sera pas ça, là. Ma vie, là. Mais moi, je suis extrêmement heureux que ça soit pas ça parce que je trouve que tu es un humoriste formidable. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup regarder ce que tu fais, regarder ton art et j'espère que tous tes projets, ça va se concrétiser. Pas pour toi, mais pour moi parce que je veux les voir. Merci. Je trouve vraiment, vraiment, vraiment bon. T'es fin. Et merci d'avoir du talent et merci de faire des choses différentes. Je suis extrêmement reconnaissant. Je t'aime. Yeah, moi aussi, je t'aime. Peace out. Yeah, fini. Fini.